C'est de construire un projet. Le projet, c'est celui de développer l'entente sociale et de contribuer à l'entente sociale avec une nouvelle profession qui est instrumentée d'ingénierie relationnelle. Et donc, ce que je peux dire en une seule phrase maintenant, c'est qu'un médiateur professionnel, c'est un spécialiste en ingénierie relationnelle et qui intervient dans la perspective de l'entente et de l'entente sociale. Je n'ai jamais été aussi clair. Jamais. Et je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait d'autres personnes qui puissent nous donner leurs éclairages sur ce que nous faisons. Et lors d'une discussion avec les membres de la Chambre, avec notamment Jésus Rubio, qui a eu une idée qui était de dire, tiens, et si nous faisions intervenir un philosophe? Et il dit, mais j'en connais un. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Philippe Millet, qui est un éminent prof de philo. Et qui est un passionné de philo, évidemment, mais passionné au sens où ça l'intéresse beaucoup, et il a une culture dont on parlait tout à l'heure, et évidemment, là, tout à l'heure, je me suis dit quand même, j'ai des choses à apprendre. J'ai des choses à apprendre, et en même temps que je vais les apprendre, j'aimerais bien partager aussi avec vous ces découvertes et ces réflexions. Alors, la discussion que nous avons eue, je vous demande aussi une attention et une peut-être compréhension par rapport à l'échange qu'on va avoir, parce que c'est une discussion, c'est une réflexion ouverte. Et c'est un exercice qu'il m'a dit, c'est la première fois que je vais faire ça, parce que nous allons partir des expériences des médiateurs pour parler de l'aboutissement à la libre décision. La thématique de notre symposium, c'est la personne au cœur de la décision. Mais vous le savez, ça, que la personne est au cœur de la décision. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce soit appuyé sur une réflexion aussi nourrissante sur les pensées des philosophes qui ont conduit cette réflexion depuis tellement longtemps. Quand on en parle avec Jean-Philippe, eh bien, il nous remonte aux plus anciens penseurs. Et c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un appui, une consolidation, parce que nous sommes des praticiens. Donc quand on fait quelque chose, s'il nous manque aussi l'approche théorique de la réflexion, eh bien, il nous manque quelque chose qui nous ancre dans la culture. Et c'est la proposition que je lui ai faite et qu'il a accepté. Il a accepté cette idée-là. Donc je vais le laisser se présenter un instant. Mais je peux vous dire que c'est vraiment une occasion extraordinaire d'écouter un prof de philo qui est passionné et qui, en même temps, nous apporte sa réflexion par rapport à ce qu'il a vu que nous faisons. Parce qu'il a vu des films, il a lu et il s'est interrogé. Il s'est dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette instrumentation? Qu'est-ce que c'est que cet outillage? Et quelles sont les conséquences de cet outillage? Quel est le rapport avec la liberté? Quel est le rapport avec la vie de groupe? La personne est-elle vraiment libre avec sa raison? La personne n'est-elle pas libre aussi avec ses émotions? N'est-on pas libre de vivre nous-mêmes nos propres émotions? Qu'est-ce qui se passe? Les philosophes se sont toujours intéressés à ces questions-là. Et j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « Et tu deviendras médiateur et peut-être philosophe ». C'était bien dans cette idée d'interpeller chacun sur la posture de recherche de sagesse. Parce qu'on ne va pas parler de la philosophie d'une manière vulgaire, on va parler de ce questionnement-là. Et donc, un prof de philo est tout à fait adapté, je dirais, pour pouvoir nous apporter son éclairage. Donc je le remercie beaucoup d'être présent et de nous partager ses connaissances. Jean-Philippe, si tu veux bien. Donc une première réaction, d'abord pour te remercier pour cette invitation, pour cet accueil, et je vais dire un mot effectivement des raisons qui m'ont poussé.
en a toi-même, d'une certaine façon, elle s'indique un peu à travers ce que tu viens de dire. Et puis je voudrais saluer donc les participantes et les participants et dire que je suis moi-même extrêmement heureux. C'est un défi de me trouver dans cette situation, d'avoir à réagir à chaud, mais à partir en même temps d'un certain nombre de lectures, à partir effectivement d'un certain nombre d'informations, de beaucoup d'entretiens, sur des cas qui seront présentés cet après-midi. Alors, deux choses. Une première chose pour la présentation, effectivement, j'enseigne la philosophie depuis maintenant un certain nombre de décennies. J'espère que ça ne se voit pas trop, mais il faut quand même que je le précise au passage. J'enseigne depuis près de 20 ans en classe préparatoire aux grandes écoles. J'ai des littéraires en première année et en deuxième année des prépa HEC, pour appeler ça très vite, qui préparent donc les écoles commerciales, et tout ça au centre de Paris, on peut dire, sans faire de la publicité. Au lycée Henri IV, c'est pas de la publicité, ce n'est pas un établissement privé, du moins j'espère pas encore. Alors là, le second point que je souhaiterais aborder, c'est qu'est-ce qui m'a intéressé la première fois que j'ai entendu parler de médiation. Et la toute première fois, c'était avec Jésus Rubio, qui a été le premier, effectivement, et j'en ai beaucoup parlé par la suite avec Jean-Louis, avec Fabien, sans parler des lectures. C'est qu'effectivement, nous avons un mot, juste donner comme ça quelques indications sur des thèmes de réflexion. Ingénierie relationnelle, c'est quand même pas rien. Après tout, quand on a inventé des écoles d'ingénieurs en Europe, en France, en Allemagne, on n'a pas pensé faire de l'ingénierie relationnelle. Ingénierie, ça vient d'un mot qui signifie engin. Un ingénieur, c'est un fabricant d'engins. Quels engins fabriquent l'ingénierie relationnelle? On pourrait après tout se poser la question. Mais j'ai bien compris, et j'ai oublié quand même dans mon travail académique de préciser une chose. J'ai fait une thèse de doctorat sur la question de la technique chez un auteur qu'on ose à peine nommer parce que ses états de service politiques sont quand même assez désastreux, mais qui n'en est pas moins un grand penseur, un certain Martin Heidegger, donc un philosophe allemand qui est mort en 1976. Donc, et mes travaux depuis cette thèse que j'ai publiée il y a maintenant un certain nombre d'années, ils portent grosso modo sur un champ qui tourne autour des relations entre la technique et la politique. Bon, ça inclut des questions éthiques, ça m'amène aussi à m'intéresser à l'œuvre d'art. Après tout, c'est aussi des objets techniques que les œuvres d'art. Donc autant dire que quand j'ai découvert qu'il existait quelque chose de tel que la médiation professionnelle, dans un monde comme le nôtre, ultra technicisé, où tout est calculé, où manifestement le management consiste à calculer la relation humaine pour savoir ce qu'on veut obtenir des êtres humains, avec l'idée où nous vivons dans une époque où on parle beaucoup de capital humain, où il s'agit d'optimiser. Il est question, par exemple, d'optimiser dans les médias le temps de cerveau disponible. Et on s'intéresse beaucoup au cerveau, particulièrement au ministère de l'Éducation nationale. Donc, technique politique, avec la médiation, avec la notion d'ingénierie relationnelle, c'est vrai que je me sens moi-même très proche de mon objet. C'est un objet que j'ai juste commencé de découvrir, mais précisément, je le découvre à proximité de choses que j'ai travaillées, et en même temps, c'est une occasion pour moi de renouveler des pistes de réflexion. C'est-à-dire de m'apercevoir que peut-être, précisément, peut-on envisager que l'ingénierie relationnelle, qui, comme toute ingénierie, est au risque, Jean-Louis y a fait allusion, prend le risque de l'instrumentation, c'est peut-être aussi la possibilité de l'ouverture d'une alternative à l'instrumentalisation de l'être humain. Et peut-être que pour ouvrir une alternative à l'instrumentalisation de l'être humain, peut-être faut-il justement aussi en passer par des techniques de relation. C'est une manière de jouer la technique contre la technique. Donc c'est une des dimensions qui me paraissent tout à fait intéressantes. Alors il y a un certain nombre de choses. Il y a des valeurs de ce que c'est que la personne, la liberté de la décision, la question de l'autonomie. Tout cela est mis en jeu et c'est sans doute à l'occasion des cas qui seront exposés que je serai amené à essayer d'articuler quelques réflexions en espérant vous apporter, sinon autant de lumière que j'en aurais reçu, du moins quelques éclairages qui seraient susceptibles d'alimenter la réflexion. Et je voudrais dire que
ce qui est important ici, c'est d'ouvrir le questionnement. Je crois que votre symposium est véritablement consacré à ça. Il y a évidemment certainement des mises au point techniques, des choses, la question du rappel des fondements, du rappel des principes, mais Jean-Louis Lascaux vient de le dire, il y a cette dimension de questionnement à laquelle je vais m'efforcer d'apporter cet après-midi une contribution. Merci Jean-Philippe. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer... Alors, Henri, peut-être, j'aimerais bien que tu commences à exposer une situation d'une médiation qui pourra sans doute inspirer Jean-Philippe sur toute la démarche qu'implique la médiation et surtout la posture, des postures de médiateurs et des éléments aussi de décision. Parce que l'illustration, c'est la personne est au cœur de la décision et qu'est-ce qui s'est passé dans cette médiation que tu as vécue. Ouais. Alors, en fait, déjà quelques mots sur pourquoi j'ai choisi cette situation, parce que je trouvais intéressant dans un événement où on questionne, on répond à la question de la liberté de la décision, de s'interroger sur ce qui contraint en fait, ou ce qui pourrait contraindre. Ce qui empêche cette liberté, parce qu'il y a une réponse un peu évidente qui peut venir immédiatement, c'est la contrainte qui vient de l'extérieur. Et là, j'avais un peu sous la main une situation où je me disais, bah là, c'est pas si évident que ça. Hein, c'est pas une évidence. Donc la situation est la suivante, deux personnes qui collaborent dans une entreprise, qui sont le hiérarchique l'un de l'autre. C'est plutôt une grosse institution de type service public, mais je ne suis pas sûr que ce soit absolument essentiel. Enfin, ça joue quand même. Et donc, qui sont en fait proches collaborateurs. Hein, c'est le N+1 l'un de l'autre. Ils sont respectivement directeurs et adjoints d'un même service. Et en fait, donc on a là deux personnes qui ont décidé de travailler ensemble. C'est un choix. Donc ça démarrait plutôt bien. Deux personnes qui se déclarent chacune parfaitement compétentes pour ce qu'elles ont à réaliser, et deux personnes néanmoins qui à un moment donné se retrouvent dans une situation d'impasse, parce que la relation se dégrade, la collaboration n'est pas satisfaisante, et en fait elle n'est pas satisfaisante pour une raison précise. Hein, c'est-à-dire que l'un et l'autre n'ont pas la même façon d'envisager l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors ils n'ont pas les mêmes vies personnelles, ce qui arrive quand même relativement souvent. Et là, la particularité, c'est qu'il y a une des deux personnes est maman. L'autre personne était un homme, et je pense qu'il était papa aussi. Hein, voilà, donc ça pouvait les rapprocher. Mais la personne donc, qui était la dame était mère d'un enfant handicapé. Et en fait, toutes ces informations étant parfaitement connues dès le départ par l'un et par l'autre. Et en fait, progressivement, leur relation va se dégrader parce que la façon d'envisager l'articulation et la prise en compte. C'est le temps qui était, la manière dont la personne gérait son temps de travail. Voilà. C'est-à-dire que là où, au départ, c'était une espèce d'accord tout à fait auquel ils souscrivaient l'un et l'autre. Ça paraissait normal, probablement par empathie, au minimum par empathie, et aussi sans doute entre eux par sympathie. Ça paraissait normal de tenir compte des impératifs, des contraintes que pouvait supposer pour la maman, en tout cas de son point de vue à elle. Parce qu'elle avait elle avait un trajet en fait qui l'amenait à. Voilà, c'est-à-dire elle avait décidé de maintenir son domicile dans un environnement qui, de son point de vue, était meilleur pour son enfant, sans que ce soit pour autant une obligation. Hein. Il n'y avait pas d'obligation par rapport à un établissement, par exemple. Mais c'était un choix qu'elle faisait, dans la façon dont on imaginait qu'il convenait de mieux accompagner son enfant. Et en fait, en réalité, progressivement, il s'est avéré que cette contrainte, à la fois au quotidien, mais aussi quand il y avait des imprévus ou quand il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément anticipées, posait de plus en plus de problèmes. Et donc, ils se sont... initialement, il y avait la compassion. Oui. Il y avait la compassion qui était là de la part du monsieur. Oui. Il y a de la dame qui regardait cette situation. Enfin, il y avait peut-être une relation amicale qui s'est mêlée un petit peu de compassion. Tout à fait.
Et donc la dame pouvait aller déposer son enfant avant d'aller au travail. Donc quand elle arrivait en retard, elle pouvait expliquer le fait que c'était parce qu'elle avait des impératifs par rapport à son enfant. Oui, elle n'avait même pas à l'expliquer d'ailleurs. C'était implicite. Voilà, c'était implicite. Simplement, ce qui était pas explicite, c'était les proportions que ça pouvait prendre en réalité et la façon dont ça pouvait impacter progressivement de plus en plus, en fait, le contexte professionnel. Et comment, en fait, une contrainte qui était personnelle devenait une contrainte de service. Et donc, évidemment, ça posait des tas de problèmes, en fait, d'organisation, de mobilisation d'autres personnes. Donc, je pense aussi, je peux me souvenir, je m'avais un peu raconté cette histoire, enfin pas qu'un peu, c'était qu'en fait aussi, il y avait une ambition de la part de la maman en question d'avoir un poste à des responsabilités plus importantes. Tout à fait. En fait, donc cette personne se projetait, comme c'est légitime pour chacun, dans une évolution de sa carrière. Et c'était évidemment pour elle, c'était tout à fait logique que l'entreprise, enfin en tout cas et ses interlocuteurs immédiats dans son environnement immédiat, en fait, ne fassent pas spécialement cas de cet aspect personnel. Et ça ne devait pas être une entrave à sa carrière professionnelle. Et en tout cas, là où la situation a commencé à se dégrader, c'est quand, et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'entreprise a envisagé de faire appel à un médiateur, parce que ça dérivait vers quelque chose où, de son point de vue, elle faisait l'objet d'une discrimination. Et donc, elle était à la fois dans l'attente que soit prise en compte de façon pleine et entière au motif de la compassion en fait, qu'elle attendait de son environnement professionnel, que soit prise en compte sa situation personnelle, tout en attendant que ça soit complètement compatible avec une évolution professionnelle. Donc il y avait une attente par rapport à l'entreprise, de la part de l'entreprise, en l'occurrence de la DRH. Ça se passait, je crois, en province. Oui, tout à fait. Et la DRH était à Paris. Ah oui, comme c'est une grosse entreprise avec un réseau, voilà. Effectivement, il y avait les interlocuteurs étaient dispersés géographiquement. Tout à fait, ils étaient dispersés. Et donc il y avait à un moment donné une situation un peu de compétition entre la maman et le monsieur, parce que en fait, elle ambitionnait d'avoir un poste qui était précisément celui du monsieur en question. Bah oui. Tout à fait. C'est factuel. C'est factuel sur donc compétition entre la directrice adjointe et le directeur. Hein, et lui, il avait l'espoir d'une évolution dans le groupe, d'un poste qui aurait correspondu à ses ambitions, qui aurait été plus élevé. Je vais être amené à poser des questions très factuelles pour peut-être rebondir sur un certain nombre de choses. Mais voilà. Vous voulez dire des ambitions pour lui-même? Oui, pour lui-même. Ah oui, alors lui, il avait des ambitions pour lui-même, effectivement. Il pouvait nourrir un espoir qu'elle soit, parce qu'après tout, il pouvait être, on aurait pu être dans une situation, par exemple, où elle aurait quand même pu patienter qu'il ait une promotion, qu'elle prenne sa place, et dans ces cas-là, ça aurait pu atténuer ou même éviter une situation de rivalité. Oui, mais en même temps, comme c'est une institution importante, même s'il avait un espoir, les choses ne se passaient pas forcément de façon immédiate. Et quoi qu'il en soit, de son point de vue, c'était y compris de sa responsabilité, de faire réfléchir sa collaboratrice sur le fait que ça pouvait ne pas être compatible avec les responsabilités que lui-même assumait et pour lesquelles il savait très bien, en tout cas de son point de vue, que les attentes qu'elle voulait concilier seraient difficilement conciliables. Donc, au passage, ça nous plonge quand même dans l'idée que ça peut être dangereux, la compassion. Là, en fait, ce qui était pour eux, en tout cas, difficile à vivre, c'est qu'ils vivaient vraiment cette situation comme des trahisons réciproques, en fait. C'est comme si la prise en compte initiale de la situation, étant restée quand même largement implicite et en surface, était comme un engagement qui finissait par être trahi. Et donc ça devenait absolument impossible entre eux de pouvoir... une entente trahie. Mais du coup, c'était très difficile de discuter de façon, je dirais, rationnelle et factuelle sur ce qui pouvait éventuellement poser problème. Parce qu'il y avait des non-dits, en fait. À un moment donné, il y avait des choses qui étaient indicibles. Il y avait des choses qui étaient indicibles, et c'était même de l'ordre du tabou, en fait, en réalité.
Hein, c'est-à-dire que c'était alors c'était à la fois difficile en fait pour le hiérarchique parce que c'était pas évident pour lui. Il y avait cette précaution de sa part pour éviter de se faire davantage reprocher en fait quelque chose qui relèverait de la discrimination. Il avait à cœur de ne jamais aborder les questions personnelles, enfin le moins souvent possible, et de parler des impacts. Mais donc, en fait, ceux qui faisaient sujet ou problème entre eux ne pouvaient pas être explicitement abordés. Alors qu'elle-même, évidemment, c'était tout le contraire, puisque pour elle, c'était évident qu'il s'agissait de freiner une évolution au motif, comme on peut le faire par exemple pour des femmes qui sont enceintes ou qui ne le sont pas encore, hein, on va pas prendre en poste une personne qui est susceptible d'avoir, dans les 2 années qui viennent, un enfant. Donc alors, là, tu as posé la situation et tu as appelé à intervenir. Voilà, j'ai été amené à intervenir. Alors notamment, comme c'est une institution en plus de type comme ça public. À la demande de la DRH. Oui. Alors ils étaient tous les deux plutôt favorables. Hein, c'est pas quelque chose c'est pas une chose à laquelle ils ont fait obstacle. Il n'y avait aucun réfractaire, t'as pas eu besoin de déclencher de la motivation. Quand il y a eu la médiation qui a été proposée, ils sont venus tous les deux. Oui, tout à fait. Donc ça c'était quelque chose qui avait été assez simple à faire. Et il y avait, comme c'est assez classique, un peu une attente de la part de la DRH qu'il n'y ait pas trop de vagues en fait. Alors quand je dis pas trop de vagues, dans notre langage, ça veut dire que... Qu'il n'y en ait pas du tout. Si c'était possible de maintenir le statu quo et de faire en sorte qu'ils continuent à collaborer un temps suffisant pour que peut-être un jour se présente une ouverture de quelque chose qui par elle-même apporterait une solution sans qu'on ait besoin de faire des choses extraordinaires, c'était mieux. Donc en fait, la demande c'était... parce que la DRH avait un peu d'historique, si vous voulez, dans la relation, enfin de connaissance de l'historique de la relation, c'était qu'il fallait en fait un peu réconcilier ces personnes. Donc alors, tu vas intervenir, tu vas commencer par les entretiens individuels, parce que on va pas revenir sur la structure de la méthodologie, mais tu vas faire des entretiens individuels, et à ce moment-là, quand tu vas aborder chacun des sujets, chaque personne va te raconter. Ouais. Alors tu commences par qui? Par le monsieur ou par la dame? Alors ça, j'ai pas un souvenir précis de ça, mais il me semble que c'était plutôt par la dame. Commence par la dame. Et en fait... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est logique, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le plus souvent, on commence toujours par la personne qui demande, hein, qui est en position de revendication, de demande de quelque chose, de la plus forte plainte. Ouais, hein. Ouais. Donc tu commences logiquement par la dame, et tu vas écouter ce qui se passe chez elle, tu vas l'aider à formuler sa position, à formuler ses contraintes, ses attentes, ses aspirations. C'est là que tu vas découvrir qu'elle veut le poste de son collègue avec lequel elle s'entendait super bien, qu'elle attend qu'elle veut le faire partir, en fait. Qu'elle fait des choses pour le faire partir, et pour le déstabiliser, mais qu'elle n'y arrive pas et que ça fait des années que ça dure. Hein, et donc, tu vas faire l'entretien avec le monsieur, qui évidemment qui lui présente une version complètement différente. Lui est sur une autre planète. Ouais. Et en fait, alors moi je précise que c'était une des premières médiations, enfin ça remonte, hein, oui. Il y a quelques temps. Et en fait, si j'ai souhaité la proposer, c'est parce que en fait, par rapport à la réflexion qu'on mène là, c'est que je me suis retrouvé devant une difficulté. Devant toi, une difficulté. Moi, je me suis retrouvé devant une difficulté. C'est-à-dire que... c'est-à-dire en tant que tiers. En tant que médiateur, en tant que tiers extérieur, ouais. Je me suis trouvé en situation qu'à l'époque, je qualifiais de blocage. Tu considérais que qui bloquait quoi? C'est la dame. La dame est bloquée quelque chose. La dame bloquait quelque chose, et en fait j'étais en difficulté pour accompagner la réflexion sur la contrainte. Et j'étais en difficulté, en fait, je m'apercevais que... je m'en suis aperçu. Alors évidemment, ce que j'ai fait, ce que vous ne pourrez pas tous faire, hein, parce que la ligne téléphonique est occupée, c'est que j'ai appelé Jean-Louis pour en discuter. Maintenant, ça répond plus, hein, enfin rarement. Et en fait, Jean-Louis m'a fait réfléchir
sur la contrainte et sur où elle se logeait, cette contrainte, en fait. Oui, on a évoqué ça hier, hein, d'ailleurs. On a évoqué ça à plusieurs reprises. Hein. C'est la contrainte qui, parfois, est le plus difficile à identifier alors qu'elle est tout de suite énoncée. Tout à fait. Et là, c'est ce que tu vas illustrer, là. Ouais, parce qu'en fait, après coup, bien sûr, hein, ce que j'ai réalisé, c'est que cette compassion qui avait été un des éléments de leur relation et qui avait caractérisé l'initiation de leur relation, et dans une certaine mesure, j'en étais moi-même victime. C'est-à-dire qu'en fait, je posais un regard avec un degré d'empathie par rapport à ce que vivait cette dame, qui m'empêchait d'identifier que la contrainte, c'était pas seulement la contrainte que pouvait percevoir chacun de ce que l'autre cherchait à lui imposer, mais la contrainte, c'était aussi la contrainte que chacun pouvait construire en lui. Et donc la contrainte qu'elle-même, elle pouvait construire en elle par rapport à la façon qu'elle avait envie de ne pas envisager d'autres possibilités, y compris pour des choses alors là, c'était pour des choses qui relevaient de ses choix personnels, mais qui impactaient bien sûr la vie professionnelle. Donc ça fait que il y avait quelque chose que tu n'osais pas lui dire. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'était, je me retrouvais coincé dans cette même dynamique, d'une certaine façon, qu'il y avait entre eux, sur le fait que, on ne pouvait pas défaire le fait que le gamin était handicapé, on ne pouvait pas défaire le fait qu'il avait besoin de soins, ou qu'il avait besoin d'attention, ou qu'il avait besoin de je sais pas quoi. On ne pouvait pas défaire le fait que quand elle partait de chez elle, c'était facile pour elle parce qu'elle avait un parcours inscrit depuis des années pour pouvoir déposer l'enfant à l'école et après aller à son boulot. Ouais. Et donc elle avait un chemin qui était fait et puis elle avait tout organisé autour de cet enfant. Et c'était pas possible. Donc le mieux, c'était qu'elle puisse progresser là, hiérarchiquement. Il fallait que ce soit la seule solution. C'était que l'autre parte. C'était que l'autre parte. La seule solution, c'était que l'autre parte. Ouais. Et comme en plus c'est une institution, les gens ne partent pas de ces emplois-là. Hein. Donc, il n'y avait pas vraiment... Ah oui, non, c'était inimaginable de partir... en plus, ça remonte quand même à quelques années, donc les ruptures conventionnelles, ça n'existait pas. Et dans cet univers-là, c'était encore plus difficile de les imaginer de toute façon. Et donc, en fait, ce qui, moi, après coup, m'a interpellé, c'est que j'étais en difficulté pour déclencher l'imaginaire de ton interlocutrice. De mon interlocutrice, pour imaginer, pour la faire imaginer et réfléchir, pour la faire réfléchir, non pas parce qu'il faudrait qu'elle imagine de faire autre chose, mais qu'elle puisse réfléchir en fait, au fait que c'est elle qui construisait la relation qu'elle avait, ou les solutions qu'elle trouvait pour mener sa vie, c'était elle qui les construisait, et que après tout, aujourd'hui, je me dis, je peux tout à fait imaginer qu'une personne ne s'occupe pas de son enfant handicapé. Par exemple. Aujourd'hui, je peux imaginer qu'une personne, et que peut-être je serais appelé en médiation parce que des gens s'opposent sur le fait qu'il y en a un des deux qui revendique ou qui demande ou qui aspire à avoir le droit de ne pas s'occuper de son gamin. Mais hier, tu ne le faisais pas. Mais hier, c'était absolument impossible. Pourquoi ? Pas absolument impossible, mais j'avais cette difficulté-là. Pourquoi ? Parce que c'était, je pense, très fortement ancré, cette idée que, alors autant c'est possible, bien sûr que c'est possible d'imaginer et même de savoir que des personnes peuvent abandonner leur enfant, je le sais. Ce qui était plus difficile, c'est de déclencher l'imaginaire et donc la réflexion autour du handicap, parce qu'en fait ça renvoyait à une situation personnelle. Parce que toi-même tu connais. Parce que moi-même, j'ai un frère qui est trisomique. Et donc, mais ça c'est, je le savais que mon frère était trisomique, mais Jean-Louis me l'a renvoyé, en fait. Et j'ai fait le lien. Je t'ai rappelé la sympathie, en fait. Ouais. Je t'ai rappelé qu'en fait, si tu n'osais pas dire à la personne qu'elle pouvait partir elle-même, qu'elle pouvait prendre une décision elle-même, pour elle. C'est parce que, en fait, toi, tu n'osais pas lui dire ça, parce que tu te disais, si moi j'étais dans cette situation-là, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que comme elle fait. Ouais. C'est parce que tu bloquais sur son propre blocage, par sympathie. Voilà, tout à fait. Et donc c'est vrai qu'il y avait, du coup, là, pour moi, là, par rapport à ce qu'on
on essaye d'explorer là. Il y a ces deux éléments. Il y a cette qui est déjà apparu dans différents échanges qu'on a eus au cours du symposium. Cette difficulté qui peut se présenter à faire face à l'émergence d'un sentiment de sympathie vis-à-vis des interlocuteurs qu'on va recevoir en médiation, que les médiateurs reçoivent en médiation. Et puis, bien sûr, du coup, la question de la contrainte en soi. Donc, en fait, c'est la personne, que ton interlocutrice était au cœur de sa décision, ouais. Mais au cœur de la décision, il y avait le médiateur aussi. Alors, oui, enfin, en tout cas, il y avait, il y avait la réflexion que pouvait susciter le médiateur. Donc, si le médiateur fait un blocage, il limite son potentiel d'accompagnement, d'aide à la structuration de la pensée de l'autre. C'est clair. C'est-à-dire que si le médiateur est lui-même prisonnier de quelque chose de cette nature qu'il n'identifie pas, il ne va pas pouvoir accompagner la réflexion qui va alimenter la libre décision, en fait. Merci Henri, merci de ce partage. Merci de cette expérience qui était, je me souviens, c'est vrai, ça fait au moins une dizaine d'années de cette histoire, mais c'est une histoire qui, d'autant plus, ne pouvait que te toucher, et je te remercie de l'avoir réévoquée ici. Moi aussi, j'ai envie de dire merci. J'espère que... Je ne sais pas comment tu vas t'en tirer. Que je saurais. Là, je suis vraiment dans une situation... à la fois passionnante et hyper difficile, mais je m'aperçois que c'est ce que je cherchais là depuis des semaines, et je te remercie de me donner l'occasion de m'y trouver. Bon, non, c'est vraiment formidable parce que je m'attendais pas à ça. Mais on est quand même renvoyé, il faut quand même que je me raccroche à un truc dont on a parlé ce matin, puisqu'on a eu des échanges, on est renvoyé à la question de pouvoir imaginer ce qui paraissait inimaginable. Et là, j'ai un petit peu envie, c'est aussi un truc qui m'amuse, j'ai un peu envie de faire un pas de côté, mais pour revenir vers cette question de la libre décision. Parce que dans cette affaire-là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que d'une certaine façon, vous vous êtes mis à 3 et peut-être plus particulièrement à 2, vous et la directrice adjointe, et dans la mesure où vous-même vous étiez impliqué dans un nœud affectif, un nœud de contrainte, on pourrait reprendre tous les éléments qui nous renverraient à des trucs déjà connus d'ailleurs, je vais essayer de le faire rapidement, mais vous avez inventé quelque chose. Vous avez inventé quelque chose, c'est-à-dire une possibilité. Vous avez laissé, même pas fait, laissé surgir du possible. Hein, c'est-à-dire que des gens se mettent dans... Qu'est-ce que c'est une impasse ? Ça veut dire on est dans une impossibilité. Et dans une impasse, s'il n'y en avait qu'une, ça irait. Mais dans une impasse, il n'y a que de ça. Vous tournez de tous les côtés, il n'y a pas d'issue, vous n'en sortez pas. Il n'y a que des impossibilités. Bon. Alors, là, outre qu'il a fallu un travail réflexif sur votre propre position, il a fallu s'apercevoir qu'en fait, on se croyait dans une impasse, mais qu'on n'y était peut-être pas nécessairement, et que du possible pouvait surgir, et c'était autour de la question la plus taboue, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec un enfant handicapé. Bon. Je vais m'arrêter un petit peu sur ce point, parce que j'ai été amené à faire un texte sur le handicap il y a un petit peu moins d'1 an. Il s'agissait de réagir philosophiquement, mais alors là, c'était pas à chaud comme ça, un ouvrage écrit par un homme de 37 ans qui, de naissance, à cause d'un cordon ombilical qui s'est entouré autour de son cou, s'est retrouvé à ne pas pouvoir faire le moindre geste, complètement paralysé, impossibilité de parler, mais il entend tout ce qu'on lui disait, il entend tout ce qu'on lui dit, il entendait tout ce qu'on lui disait. Bref, il a fini, un peu passé 35 ans, et après s'être battu autant qu'on peut se battre pour faire des études, par faire un master 2 de sociologie qu'il a publié, et j'ai donc été un des contributeurs autour de ce texte. Pour dire justement l'intérêt que je suis amené à avoir maintenant pour cette question du handicap. La question, je vais ouvrir un certain nombre de parenthèses comme ça, c'est, au demeurant, c'est pas forcément abandonner son enfant handicapé. C'est peut-être aussi
l'aimer autrement, l'aimer sur un mode qui ne soit pas nécessairement culpabilisant, ne pas prendre prétexte d'avoir un enfant ou bien un proche handicapé pour s'empêcher de vivre, au risque au demeurant peut-être de l'empêcher de vivre. Et là, avec cet homme handicapé, ce sociologue, devenu sociologue, animateur, président d'une association d'une association qui milite pour sortir le handicap de la discrimination. On a donc affaire même à des gens qui peuvent avoir une énergie extraordinaire et qui peuvent communiquer une énergie extraordinaire. Bon. Donc, s'agissant d'ailleurs des personnes qui sont trisomiques, on sait très très bien maintenant qu'elles peuvent même avoir de remarquables facultés intellectuelles et qu'elles sont capables aussi d'études, etc., et de faire des choses tout à fait remarquables. Bon. Donc là, c'est la découverte de ceci que, au-delà de nos tabous, au-delà de nos culpabilités, au-delà de la manière dont nous nous fixons sur des rôles que nous croyons les nôtres et qui ne sont pas nécessairement les nôtres, hein, après tout on appelle ça une aliénation, hein, un terme qui nous vient de Hegel, de Marx, qui est repris par la psychanalyse, dont je me méfie un petit peu, mais je me méfierais tout autant du fait d'abandonner ce terme, qui dit aussi la manière dont nous trouvons enfermés éventuellement dans des possibilités, dans des nécessités que nous croyons les nôtres et qui ne sont pas forcément les nôtres. Bon. Donc là, je crois que une piste de réflexion, c'est justement de dire que la libre décision a essentiellement consisté, le chemin vers la libre décision, c'était le chemin vers ce qu'on pourrait appeler une réinvention du possible. Des possibilités nouvelles pouvaient apparaître et s'inventer. La libre décision, ici, nécessitait qu'il y ait de la part du médiateur une capacité à pouvoir renvoyer à son interlocuteur, à son interlocutrice en l'occurrence, une situation que lui-même était en difficulté de lui renvoyer parce qu'il était scotché à une problématique qui lui était très évocatrice. Oui. Alors, comment la libre décision peut-elle se construire chez une personne, indépendamment, je dirais même, du médiateur, hein, du tiers? Comment la libre décision, selon tes ressources, comment la libre décision d'abord apparaît-elle? Ce serait intéressant de voir si tu pouvais nous faire un petit historique de cette idée-là, de ce concept-là. Et comment, selon toi, la libre décision apparaît-elle chez l'individu? Bon. Est-ce que c'est vraisemblable de dire ça? Oui, je pense que c'est vraisemblable. De toute façon, on peut toujours se demander comment ça marche, parce que comment on passe de la non-liberté à la liberté. D'une certaine manière, pour se libérer, de quelque manière qu'on s'y prenne, il faut être déjà libre. Donc le problème, c'est effectivement de découvrir la liberté, c'est de surmonter des obstacles qu'on peut identifier comme des obstacles à la liberté. La liberté de quoi? Liberté de faire quelque chose, ou peut-être parce qu'on sent, on a le sentiment, ça existe, hein, je sais que la médiation rationaliste fait très attention justement à l'impact aliénant des émotions, mais je ne pense pas que faire attention à l'impact aliénant des émotions, on en parlait ce matin, signifie neutraliser en soi toute capacité d'émotion, importance de l'empathie par exemple. Hein, d'ailleurs, les émotions, elles sont à analyser par parenthèse, parce qu'on a affaire au cas de ce que les psychologues appellent aujourd'hui une dissonance dite affectivo-cognitive, parce que précisément, s'agissant des deux personnes concernées, le directeur et sa directrice adjointe, ils avaient sur un plan d'analyse, sur un plan de réflexion, ils pensaient avoir de bonnes raisons pour leur collaboration, hein, et en même temps, d'une certaine façon, c'est l'empathie qui les a mis dedans, et ils se sont trouvés en contradiction avec leur propre empathie. Donc la question de la dissonance affectivo-cognitive. Donc identifier tous ces obstacles à la liberté, et puis qu'est-ce qui fait à un moment, d'où vient le ressort qui permettra de se dire, tiens, là, je me suis enfermé dans quelque chose d'impossible, je me suis enfermé dans une impasse, et je vais essayer d'en sortir. Bon. Il faut bien qu'il y ait un ressort. Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur l'idée de, philosophiquement, dans le parcours historique de la réflexion des philosophes, rechercher
comment apparaît l'idée de la libre décision. Parce qu'en fait, antérieurement, le monde de la civilisation, c'était des gens qui imposaient une décision aux autres, des gens qui se soumettaient en majorité. Après, on peut voir qu'il y a, avec notamment la Boétie, il y a quelque chose qui apparaît, c'est l'idée de la servitude volontaire. Et là, ça commence à brasser du côté des dirigeants, parce qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui comprennent qu'ils sont asservis, mais qui le sont asservis volontairement, parce que pour l'instant, ils n'ont pas le choix. Et puis après, il y a la Révolution française, et puis après, il y a la quête de la liberté individuelle. Ouais. Mais bien antérieurement, il y a eu des gens qui se sont dit... ça a commencé assez tôt. Il a bien fallu que ça commence, même chez les Grecs. L'idée de libre décision, on en trouve une première trace chez les Grecs. C'est qui? Mais par exemple, Aristote. Je vois bien que tu veux m'entraîner vers le chemin, vers l'histoire de la philosophie. Oui. Et je suis un petit peu là pour ça aussi. Oui. Je vais proposer, alors, très, très rapidement, comme 3 petites vignettes. Pour essayer d'en venir à un moment, qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort? Qu'est-ce qui fait qu'on va se sortir d'une impasse, de quelque chose d'aliénant, de quelque chose de contraignant? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, bon, tiens, la contrainte, je vais m'y soustraire. Bon. Aristote, c'est dans un grand texte intitulé L'éthique à Nicomaque, qu'il développe cette idée de la délibération et de la libre décision. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, je suis certes un vivant, mais j'ai la parole, j'ai la pensée. Je vis dans un monde où les événements sont parfois contingents. Les cycles naturels ont une nécessité. Mais dans les relations humaines, il y a de la contingence. La contingence, ça veut dire les choses peuvent être autrement. La nécessité, ça veut dire quelque chose, il est impossible que quelque chose soit autrement, ça c'est la nécessité. La contingence, ça veut dire les choses peuvent être autrement. Donc il y a déjà une première chose, on délibère sur des choses contingentes. Oui, la nécessité m'impose ça. Il y a des choses sur lesquelles voilà, il y a la nécessité peut quelquefois s'imposer. À l'évidence, le sens commun peut reconnaître des nécessités, mais il y a effectivement des situations où plusieurs possibilités se proposent. Et alors précisément, ce qui est très bien dans le mot délibération, c'est qu'on délibère. Ça veut dire que d'abord on questionne, on n'a pas forcément de réponse arrêtée. On délibère, ça veut dire on fait un choix délibéré. Le mot grec, pour le plaisir de faire du grec, mais il y a un mot, c'est pro-airesis. Il y a plusieurs. Au fond, il y a 2 traductions possibles, et je trouve que les 2 mots vont ensemble. Il y a le mot de délibération et il y a le mot de décision. Et d'une certaine façon, une décision, quand c'est vraiment une décision, c'est quelque chose de délibéré. Alors pour délibérer, il faut quand même être dans une situation où on est en capacité de délibérer. Il faut être dans une situation où on est en capacité de délibérer. Qu'est-ce qui empêche la délibération? Alors, il faut être dans une situation où on a la capacité de délibérer. Il faut qu'une situation ne soit pas nécessairement totalement fermée. Il faut avoir des intérêts. Il faut avoir des passions. Il faut avoir du désir. Les Grecs, ils vivent dans un monde où il y a les hommes libres et les esclaves. Homme libre, c'est un statut. Esclave, c'est un statut. Le statut d'homme libre, ça se défend. On met son honneur à être un homme libre. C'est une question de voilà. Et alors, Aristote pense d'une part à l'éthique individuelle, il pense à une dimension collective. Il dit nous vivons dans la cité. Alors là, c'est un dialogue qu'il a avec son maître Platon. Nous vivons dans la cité, et dans la cité, il y a des affaires délibérables. Les hommes ne peuvent pas se gouverner par la violence. La violence, c'est pas du gouvernement. La notion de gouvernement, elle implique que on délibère en vue du bien commun. Alors à partir de là, on peut être plus ou moins démocrate, mais si on ne délibère pas en vue du bien commun, on n'est pas démocrate. Donc il y a cette dimension politique de la liberté, c'est-à-dire cette dimension de partage de la liberté. Bon. Et alors la question, c'est effectivement délibérer et accéder à la liberté. Alors dans le monde grec, s'il y a le statut des esclaves et le statut des hommes libres, il est bien évident qu'il y a des hommes qui n'accéderont pas à la liberté. Et c'est certainement la limite de ce monde, de ce modèle, et y compris de la pensée d'Aristote. Et j'aurais presque envie de dire, si j'avais le moindre goût pour la provocation, que est-ce qu'on peut devenir un homme libre pour Aristote si on ne l'est pas déjà? J'aurais presque envie de dire non, mais je ne vais pas aller jusque-là. Il y a des statuts intermédiaires. Déjà parce que, après tout, et c'est peut-être l'esquisse, et c'est aussi un point dont on a parlé ce matin,
je vais faire un petit détour par un auteur qui n'est pas un philosophe, mais qui les a beaucoup fréquentés. C'est-à-dire un auteur, un homme de l'histoire. C'est Périclès, que Aristote admirait beaucoup. Périclès, il fait un discours qui est resté très célèbre grâce à l'historien Thucydide. Et ce discours est intitulé « L'éloge funèbre ». C'est l'éloge des Athéniens. Pourquoi est-ce que les Athéniens ont gagné la guerre du Péloponnèse? Ils ont gagné la guerre du Péloponnèse parce que, dit-il, à la différence de nos ennemis, et il pense bien entendu à toutes sortes de gens, dont Sparte, nous ne décidons pas sur un mode brutal, nous décidons en délibérant. Et nous avons des structures de délibération. Nous avons une culture de la délibération. Et nous considérons que pour délibérer, il faut des esprits formés. Alors, ils n'avaient pas encore inventé l'école publique, mais malgré tout, les orateurs, ceux du Parti démocrate, qui étaient les adversaires du parti des oligarques ou des aristocrates, enfin aristocrates autoproclamés, les oligarques, quoi. Ce que nous valorisons pour la forme, un peu pour faire vraiment de la politique dans la cité, dans une démocratie non représentative. Il faut se rappeler simplement que c'est une démocratie directe, et certes avec une base extrêmement restreinte, ni les esclaves ni les femmes n'en sont, et les travailleurs manuels n'en sont pas toujours ou pas nécessairement exclus, mais ils n'ont pas le temps d'y aller. Donc ça fait quand même assez peu de monde, et on trouve le moyen quand même de se bagarrer entre démocrates et oligarques. Et Périclès dit, notre valeur, alors le mot, c'est le mot paideia, qui a été traduit par culture, qui a été traduit par éducation. Donc, un premier élément de réponse qui nous vient d'Aristote, c'est comment on en sort? On en sort par la médiation de l'autre. C'est-à-dire, à un moment, peut-être, on parlait aussi de Platon, hein, qu'est-ce qui se passe dans un dialogue platonicien? Il y a des gens, ça arrive quelquefois, qui peuvent se retrouver pris dans des préjugés, et puis ça se dénoue. Ça se dénoue parce qu'il y a la relation à l'autre, appelons cela, pour faire vite, l'intersubjectivité. C'est-à-dire, nous ne sommes pas simplement des atomes, comme ça, séparés les uns des autres. Par la parole, nous sommes immédiatement ouverts les uns aux autres. Ça ne veut pas dire que nous soyons transparents les uns pour les autres. Ça ne veut pas dire que nous ne puissions pas nous servir des mots ou des discours pour nous engueuler ou pour nous insulter. Mais ça veut dire qu'il y a, moi je dirais, cette manière d'être l'un à l'autre, l'un vers l'autre, qui passe par la parole, qui passe par ce que les Grecs appelaient le logos, qui disait à la fois la parole et l'effort de rationalité. Donc voilà, déjà pour commencer, la libre décision, ça vient de très loin. Donc Aristote. C'est Aristote, bon, voilà, c'est Aristote, bon, c'est une première. Alors, effectivement, il y a l'idée d'une universalité du genre humain qu'on finit par prendre au sérieux. C'est pas seulement les Grecs, c'est pas seulement les hommes, c'est pas seulement les hommes libres. On va franchir un certain nombre de siècles. Je vais laisser la Boétie, mais effectivement, c'est un petit peu avant lui quand même, Thomas d'Aquin, par exemple. Oui, voilà, Thomas d'Aquin, dans la mesure où il est aristotélicien, mais il est quand même un homme du Moyen Âge. Il est quand même un homme qui pense à la suite de saint Paul qu'il n'est de pouvoir qui ne vienne de Dieu. Hein. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est là où on touche quand même quelque chose qui est très important, c'est la libre décision, mais il y a quand même une limite. Oui, il y a toujours une limite. Qui est souvent donnée. C'est, bon, là, c'est la libre décision, mais seulement pour certains. Ouais. La libre décision, oui, mais attention, il faut quand même regarder qu'il y a des choses qui sont décidées par Dieu ou par la nécessité, ce qui revient à peu près au même, parce que ça veut dire que c'est un agent extérieur. Hein. Il resterait une partie de libre décision. Quand tu dis, hop, je m'échappe de la Boétie, ah, mais il a secoué quand même pas mal. Il a secoué pas mal. C'est-à-dire que lui n'a pas tant thématisé la libre décision qu'il n'a expliqué ce que c'était que la servitude volontaire. Voilà. Hein. Alors il a expliqué, il a représenté ce que c'était que l'envers de la libre décision. Oui. En quelque sorte. Oui, il a expliqué l'envers de la libre décision, c'est-à-dire l'envers de ce qui fait que quand on est un citoyen ou un sujet dans un pays, dans un royaume, une société, mettons un État tout simplement, on est dans un État, soit comme sujet, soit comme citoyen, eh bien, on laisse s'installer la tyrannie et on ne s'oppose pas au progrès de la tyrannie. Alors, il y a deux éléments qui sont importants, hein, parce qu'il faut aussi, pour la libre décision, il faut effectivement essayer d'identifier quelles sont les contraintes, quels sont les obstacles. Le premier élément, c'est d'abord la fascination pour l'un. On se pense comme la partie d'un tout. On ne veut pas se dissocier, on n'ose pas la dissidence. Hein. Et son texte s'intitule « Le nom d'un ». Hein, c'est-à-dire quand il y a l'identification au tyran. Bon. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'on fait des calculs. En se disant, c'est quand même dans mon intérêt, on fait des calculs en se disant, je gagnerai quand même davantage à ne pas m'opposer.
je gagnerais davantage à me rallier. On ne se rallie pas nécessairement au tyran, on se rallie à quelqu'un qui peut avoir les faveurs du tyran, ou bien quelqu'un qui peut avoir les faveurs d'un favori, etc., etc. Et tous ces calculs en cascade qui, pour la Boétie, explique la possibilité de la tyrannie. Et tout le problème, c'est de se défaire de la tyrannie. Et de la tyrannie, il y en a à toutes les échelles. Mais il identifie quand même que la tyrannie ne vient pas tellement de l'extérieur que de la servitude de la personne. D'une certaine façon, la tyrannie vient de l'extérieur, mais si elle vient que je l'ai laissé venir. Voilà. Ce qui veut dire aussi que quand il y a une tyrannie et qu'il y a une multitude qui est tyrannisée, c'est quelque chose qui peut paraître très, très cruel, mais quand même, chacun porte, d'une manière ou d'une autre en soi, la responsabilité, je ne dis pas la culpabilité, mais la responsabilité de se laisser tyranniser. Alors, ce que tu dis, c'est là où on peut revenir sur l'exemple exposé par Henri, oui. C'est-à-dire que la dame commence à dire qu'elle est dans une situation où potentiellement elle est harcelée, potentiellement elle est victime de discrimination, victime de discrimination, et en réalité, ce que tu es en train de dire, c'est qu'un regard de la Boétie, il dit tout à fait le contraire. Il dit que si vous créez de la dictature, vous créez un souverain au-dessus de vous-même, c'est vous-même qui le créez, et c'est parce que vous acceptez cette situation-là. Oui. Et donc, alors, ça remet en cause quand même pas mal de choses sur les théories du harcèlement aujourd'hui. Oui, mais attention, la Boétie dit pas non plus vous êtes coupable et c'est bien fait pour vous. Ah non, il s'agit pas de ce qu'il dit, c'est de toute façon, à un moment, si ça saute, c'est qu'il y aura eu une résistance. Il dit. En fait, c'est la place du sujet, en fait. C'est la place du sujet. Alors, la place du jeu. Ouais. C'est quelle place j'ai ? C'est la place du sujet, mais c'est peut-être la place de quelque chose qui, en moi, avant toute réflexion, fait que je vais me mettre sur le chemin de la réflexion et qui fait que je vais me décider rationnellement à dire non, non pas simplement pour dire non, et parce que j'ai quelque chose qui est plus fort que le non à affirmer et qui est peut-être mon désir de vivre en être humain et en être de parole et en être de pensée, ce qui n'empêche pas l'émotion et le fait d'aimer ou de haïr les autres. Alors, est-ce que je peux pousser un peu plus loin pour faire la promenade dans l'histoire, voilà. Parce que tu commences une galerie de portraits, donc on commence à voir, il y avait Aristote, j'aime bien Thomas d'Aquin. On a grosso modo 2 vignettes pour l'instant, moi je pensais en mettre 4, donc on peut même plus moi j'en rajoute, tu sais, au passage, je me balade aussi dans les histoires. Bien sûr. Et donc tu viens de citer la Boétie que tu voulais écarter, mais que je... Oui, mais tu m'en as empêché, tu as eu raison. Voilà, donc je préfère qu'il soit là. Et alors, qui d'autre après ? Qui d'autre ? Descartes. Je voudrais en venir à Descartes. Spinoza. Descartes et Spinoza. Ah, je voudrais en venir à Descartes. Pourquoi ? Descartes, c'est cette idée du libre arbitre. Bon. Descartes, c'est ? Le libre arbitre. C'est la théorie du libre arbitre. C'est un des théoriciens du libre arbitre. Bon. Je voudrais juste, en 2-3... Donc c'est pas l'esprit cartésien. C'est pas ça. Oui, mais c'est pas. C'est une caricature quand on dit. Ouais, c'est une caricature quand on dit, bien sûr. C'est dommageable. Ouais. Oui. Ah oui, tout à fait. Redis-le, s'il te plaît. Non, c'est parce que c'est vrai. Mais bien sûr. J'ai toujours trouvé que quand on résumait Descartes, les gens n'ont rien compris à ce qui est Descartes. Alors, et ils l'ont pas lu parce que c'est un passionné de la passion. C'est un passionné de la passion, c'est un passionné de la liberté, et c'est quelqu'un. Passionné de la liberté. Voilà, c'est quelqu'un pour qui aller vers la vérité méthodiquement, c'est exercer son jugement, et exercer son jugement, c'est l'exercer librement. Quand je juge, dit Descartes, et c'est à propos de la vérité, et c'est à propos du jugement, dans ce grand texte, les méditations métaphysiques, qu'il en vient à parler de la liberté. Il ne commence pas par parler de la liberté. Les méditations métaphysiques, il dit « Je veux établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. » Donc je vais chercher des principes qui soient fundamentum incuncussum, c'est-à-dire c'est comme ça, voilà ce que je cherche. Et ça va être comme un point sur lequel je puisse installer un levier, le point fixe d'Archimède. Je vais pouvoir installer un levier comme si on pouvait basculer le monde. C'est donc dire la puissance qu'il attend des principes et de la raison. Bon.
Et alors donc, il y a tout ce qu'on connaît ou qu'on croit connaître. Hein. Hegel disait que ce qui est bien connu, c'est le mal connu, en fait. Le bien connu, c'est toujours mal connu. Donc je pense, donc je suis... Il l'a dit dans le discours de la méthode, il l'a pas redit comme ça. Non, il a dit je suis. Ouais, il a dit je suis, j'existe, cela est certain, etc. Bon. Et à un moment, il dit alors voilà, il a découvert un certain nombre de choses. Il a au moins établi que je suis une chose qui pense. Je suis une chose qui pense. Il y a la preuve de l'existence de Dieu. Bon, voilà. Il arrive donc dans cette 4e méditation. Il dit au fond, qu'est-ce qui fait que je commets des erreurs dans l'exercice de mon jugement? Qu'est-ce que c'est juger? Juger, c'est avoir une idée. Mais quand je juge, c'est pas seulement que j'ai l'idée dans l'esprit, c'est que je dis cette idée, elle est vraie. Je déclare. Donc juger est un acte de la volonté. Et si je veux éviter l'erreur, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois vouloir ne jamais accorder mon assentiment à une idée qui serait même un tout petit peu confuse. Ce qui veut dire que même une connaissance en mathématiques ou en physique engage le jugement, engage la liberté de juger, et je dois trouver en moi, en ma volonté, en la liberté de ma volonté, la force soit d'affirmer quelque chose, soit de douter, soit de nier. Mais au bout du compte, la pensée, c'est ma responsabilité. Et comme... Alors, la pensée, c'est ta responsabilité, mais c'est aussi la manière dont tu vas construire cette pensée. C'est la manière dont j'exerce ma responsabilité, c'est la manière dont je vais penser, et ça se résume à 2-3 choses, c'est-à-dire l'idée de penser par ordre. En commençant par des choses aussi simples et aussi claires que possible, et on progresse vers des choses plus compliquées. Bon, ça, grosso modo, c'est la méthode, c'est le fait de penser par ordre. C'est le fait aussi de dire... Alors, quand tu dis, excuse-moi, oui. Quand tu dis penser par ordre, c'est justement la démarche qui était proposée, ouais. Tu vois, c'est de dire, j'en reviens au cas de médiation, ouais. C'est de dire, progressivement, la personne va structurer sa pensée. Oui. Et en fait, ça, elle ne peut pas le faire toute seule. Ouais. C'est à la fois, elle est au cœur de la décision, mais elle est aussi en lien obligatoirement avec quelqu'un qui va l'aider à structurer sa pensée. Parce que l'exploit de Descartes, c'est le discours de la méthode pour bien conduire sa pensée, ou sa raison, il disait. Oui, sa raison, absolument. Oui. Hein, c'est le discours de la pensée pour bien conduire ma raison. Mais le travail du médiateur, c'est le discours de sa pensée pour aider l'autre à bien construire sa raison. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, c'est une évolution par rapport à ce que tu vois? C'est-à-dire qu'il faut un tiers extérieur pour aider la personne à structurer sa pensée. Ça peut être nécessaire. Et puis à un moment, des gens peuvent découvrir quelque chose par eux-mêmes. Il ne faut jamais... c'est la discussion du banc tout à l'heure. Se l'interdire. Oui, c'est la discussion du banc. Bon, il y a effectivement... On pourrait revenir sur est-ce que la médiation, du point de vue de la méthode, est cartésienne. Moi, je pense qu'on le montrerait assez aisément. Parce que dans la présentation que vous avez faite, il y a par exemple quelque chose qui est très important, c'est de bien séparer tous les aspects du problème. C'est une des règles de Descartes, c'est la règle d'analyse, de façon à ce que tous les aspects soient clairement évidents et qu'on puisse les relier et qu'on puisse les mettre en ordre. Donc de ce point de vue-là, il faut le dire, contrairement à ce que disent des gens qui ne l'ont pas lu, Descartes, c'est pas devenu inactuel parce que ça a 4 siècles et ça vaut la peine de continuer à essayer de penser par ordre et d'essayer de clarifier et d'essayer d'analyser convenablement. Ce qu'il faudrait, c'est déjà un peu le traduire, parce que c'est quand même un peu... Traduire Descartes, je veux dire, traduire en français Descartes. Parce que maintenant, pour revenir à un propos que tu as eu tout à l'heure, en disant, d'une certaine façon, pour se libérer, il faut déjà être libre. Et là, avec cette idée de la pensée par ordre, comment, du coup, on peut expliquer que ce soit accessible par l'intermédiaire d'un tiers, mais que ce soit plus difficile, voire parfois impossible, pour chacun de le faire par lui-même. Je vais essayer de faire une réponse cartésienne pour compléter la vignette des cartes. Donc, il s'agit de voir ce qui fait réussir la médiation, c'est-à-dire ce qui fait que le médiateur, en l'occurrence ça a été toi, a pu favoriser l'acheminement conjoint de 2 personnes vers une libre décision, c'est-à-dire quelque chose à quoi elles ont communément consenti, sur quoi elles se sont mis d'accord, sur quoi elles se sont, c'est très important le mot, entendues. Toute petite parenthèse, puisque tu as parlé d'entente sociale, on parlait aussi d'entente ce matin. C'est que quand on dit entendre, il y a l'oreille, il y a écouter, et puis il y a comprendre.
Et l'important, donc, c'est de se parler. Et évidemment, j'évoquais le film de formation sur la médiation qui dure un petit peu plus d'1 heure, donc, qui est dont Jean-Louis... L'outil pédagogique. L'outil pédagogique, et dont tu es l'acteur principal, le représentant de la médiation. C'est aussi, à travers ce que tu as dit, le fait de dire, de parvenir à énoncer. Je pense, moi, qu'on n'énonce pas parce qu'on prend conscience, on prend conscience en énonçant, en parlant, en explicitant, en disant, en échangeant. Ça, c'est extrêmement important. Bon. Donc, c'est pas le tout de penser par ordre. Il faut le vouloir. Et alors, précisément... Il faut le vouloir ou il faut le pouvoir? Alors, il faut le vouloir, déjà. Il faut déjà le vouloir. Le pouvoir, on va y venir. Mais il faut... D'abord, de toute façon, le vouloir est en soi-même un pouvoir. Si on ne présuppose pas que le vouloir est un pouvoir, on ne voit pas comment il serait précisément possible de surmonter un certain nombre d'obstacles mentaux, d'obstacles affectifs, etc. Mais quand tu dis le vouloir, c'est quand même lourd de sens, parce que le vouloir, ça veut dire qu'il y a des personnes qui pourraient être en situation de non-vouloir et elles seraient responsables de leur non-vouloir, alors qu'elles ne savent pas ce qu'elles peuvent vouloir. Excusez-moi du peu. Je me rends compte. Non, mais j'ai compris. Hein. Ouais, bon, non, mais hein, elles ne savent pas ce qu'elles peuvent vouloir. Donc, comment pouvoir les rendre responsables de cette absence de volonté? Est-ce que le médiateur... On n'est pas là pour porter des jugements moraux, et Descartes en porte, somme toute, assez peu. Mais non, mais là, c'est pas. Je pense que c'est d'accord là-dessus, mais c'est pas un passeur de moraline. Je voudrais essayer justement de progresser vers la question que tu poses et vers les questions qui convergent toutes vers le même point. Qu'on en arrive à voir qu'est-ce qui fait qu'à un moment quelque chose se déclenche et qu'on va sortir du cas, somme toute, d'aliénation que tu présentais à l'instant. Je le prends aliénation, je le prends pas dans un sens pathologique, c'est pas dans un sens polémique, de blocage. Mais de blocage où, de toute façon, on est ailleurs que chez soi, d'une certaine façon, ou ailleurs qu'en soi. Comme si on était un autre, comme si on n'était pas soi-même. Sachant qu'après tout, être soi-même, c'est pas non plus si évident que ça. Bon. Comprendre, il faut le vouloir. Et Descartes, dans le discours de la méthode, il y a une partie qui porte sur la méthode de la connaissance, mais l'action ne relève pas tout à fait de la méthode de la connaissance. Il y a une morale provisoire, parce que, bon, pourquoi il appelle ça provisoire, laissons ça. Il n'empêche qu'il y a des règles de morale, et elles ne reposent pas tout à fait sur le même principe. La connaissance, on va douter de tout, et faire comme si tout ce qui était même simplement un petit peu confus était faux, ça c'est la connaissance. Dans le domaine de l'action, on accepte qu'il y ait de l'incertitude, mais on prend et on a la résolution d'aboutir et d'aller quelque part. Et la deuxième règle de cette troisième partie de la morale, hein, de la méthodologie morale de Descartes, dans le discours de la méthode, elle dit, bon voilà, vous êtes un voyageur égaré, vous êtes dans une forêt, vous ne savez pas du tout où aller, qu'est-ce que vous faites? Et la réponse, c'est la résolution, elle vous recommande une chose, vous prenez une direction, n'importe laquelle, mais vous y tenez. Moi, je prends le GPS maintenant. Tu prends le GPS? Oui, mais si tu l'as pas. Donc, déjà, avoir de la résolution. Et qu'est-ce que c'est la résolution pour Descartes? C'est la force de la volonté. Et alors, à partir de là, dans le discours sur les passions de l'âme, le traité des passions, il y a deux possibilités pour la force de la volonté. Et ça, c'est dans le langage de Descartes. Il faudrait qu'on explicite, on peut critiquer, mais enfin, il faut déjà le prendre là où il est. Puisque tu prends cet ouvrage, il est quand même fondateur d'un moment dans l'histoire de la structuration de la pensée, parce que dans les passions de l'âme, c'est à ce moment-là qu'il dit l'émotion peut être observée par la raison. Puisqu'il identifie à ce moment-là 6 états émotionnels, dont certains peuvent être assez étonnants, puisqu'il dit l'admiration. Quand j'entends les classifications aujourd'hui par le champ psychologique, il n'y en a pas un qui cite l'admiration comme étant un état émotionnel prédominant. Or, Descartes dit l'admiration, c'est quand même quelque chose qui est prédominant. Et il en sait quelque chose, puisqu'il va mourir de ça ou quasiment, parce que quand il va en Suède, soit il est empoisonné, on ne sait pas bien, ou soit il meurt de froid. Il a pris froid. Moi, j'aime bien qu'il ait pris froid, que ce soit le chantre de la raison qui soit mort, transi.
par le froid mais ou oui, par puis l'émotion. un peu mort d'amour quand même. Un peu mort d'amour aussi. Un peu mort d'amour Voilà, quand même, un peu parce mort d'amour. qu'il Moi, j'aime bien, c'est il avait romantique. l'habitude à 5 h du matin de donner une leçon de mathématiques à la reine Christine en commençant par un petit peu de saumon fumé, et elle l'a fait attendre, parce que c'était un jour de disgrâce, est-ce qu'elle n'était pas réveillée? Enfin, il a pris vraiment très froid dans un couloir, et il est mort à Stockholm comme ça, ce qui est une assez belle mort, somme toute. Voilà, mais il paraît que c'est un curé quand même qui l'aurait empoisonné au passage. Enfin bon, oui, bah on va c'est pas épiloguer. peut-être les anticléricaux qui disent ça aussi, allons savoir. Hein. Peut-être. Bon, ce serait à vérifier. Alors, donc sur la libre décision, quand même, Descartes, il a été à un moment donné fondateur de cette réflexion. Alors, ce que je voudrais, parce que le temps passe, c'est toujours pareil, et puis j'ai demandé à Fabien de proposer une autre idée, une autre situation sur un conflit et donc qui peut illustrer la libre décision. Est-ce que je peux juste, Jean-Louis, terminer sur ce point de Descartes, et puis on verra peut-être que j'aurai l'occasion de parler de Spinoza tout à l'heure en fonction de ce qu'aura dit Fabien. C'est que, j'ai 30 secondes, donc la résolution, la force que j'ai, soit je l'ai naturellement en moi, mais ce qui est extraordinaire avec Descartes, c'est que si je ne l'ai pas naturellement en moi, d'autres peuvent me la communiquer et peuvent me la donner. Donc, ça veut dire que il faut quand même présupposer que si cette situation s'est dénouée, pour conclure sur le cas que Henri vient de nous présenter, c'est d'une part que tous les acteurs et le médiateur avaient la résolution, une force de résolution en eux, c'est le premier point. Et puis le second point, c'est que l'intersubjectivité a joué. Le troisième point, c'est qu'il y avait sans doute aussi une bonne technique d'ingénierie relationnelle qui a pu rendre possible cette solution. Merci Jean-Philippe. Donc la solution peut être... Voilà, merci. Merci. La solution, Henri, parce que les gens aiment bien les petites histoires. Hein? Donc tu veux bien nous dire la fin, comment ça s'est... Parce que tu vois, il y a tous ceux qui regardent Amour, gloire et beauté, Amour, etc. Donc ils veulent connaître la fin, quoi. Tu vois? Moi, je suis capable de créer un scénario sans mettre de fin. Parce que je me suis dit dans ma vie, j'étais pas là au début, je serai pas là à la fin. Donc la pièce de théâtre se poursuivra, et je me suis habitué à me dire que je ne serai pas là pour la fin. Mais les gens aiment bien la fin des histoires. Et ben en fait, la fin, c'est que la dame a décidé de partir. Ah non. Et que, comme c'était quand même pas du tout une évidence sur le plan institutionnel à mettre en place, parce qu'il y avait des rigidités, enfin en tout cas des facteurs qui faisaient que ça ne pouvait pas se faire comme ça, nous avons décidé et nous le faisons. Ils ont décidé de maintenir leur collaboration pendant la durée que permettrait l'élaboration de la solution définitive à laquelle ils avaient abouti, ce qui les a amenés à expérimenter du coup une collaboration sereine, à nouveau, mais dans une perspective qui n'était pas celle qu'initialement, évidemment, ils avaient imaginée. Donc c'était un aménagement temporaire. Dans une perspective d'une rupture. Exactement. Quelle a été la suite de la carrière de la directrice? Là, t'es gourmand, là. Pardon? Là, ça s'appelle de la gourmandise. Ouais, pardon, oui, alors... Oui, mais c'est parce que le plat est tellement bon. Voilà. Alors, comme le médiateur n'assure pas nécessairement de suivi des personnes, après, quand elles sont sorties de leur impasse, je ne saurais vous le dire. Voilà. Tu vois, tu peux être content, t'as pas de faim. J'ai pas de faim. Donc merci. Fabien, merci. Est-ce que tu peux nous raconter la situation qui t'amène sur la scène pour nous dire en fait ce qui s'est passé dans cette situation conflictuelle? Oui. Alors, en fait, c'est un débat philosophique et je me suis dit qu'un petit peu de retour à la terre, ça ferait du bien. C'est l'histoire d'un jardinier. Et puis en même temps, je me dis que c'est intéressant par rapport à cette idée de la volonté. Pour être libre, il faut être volontaire, pour se sortir d'une situation, pour prendre des décisions, des libres décisions, il faut avoir la volonté de le faire. Et c'est une situation dans laquelle donc c'est un salarié d'une entreprise qui travaille dans des espaces verts. Il est d'origine malienne et au cours de sa vie, il a entendu des choses qui pourraient être interprétées comme des propos racistes, dénigrants. Il l'a mal vécu et il s'est enfermé dans une dynamique de victimisation. Et il est en conflit avec plusieurs de ses collègues, dont un qui est son partenaire quotidien, avec lequel il ne parle plus depuis 7 ans. Donc c'est très long, 7 ans.
Hein. Imaginez, vous avez un collègue, là vous ne parlez plus avec lui depuis 7 ans. Donc c'est problématique à la fois pour son manager direct, parce qu'il fait le lien entre les deux, et inutile de dire que c'est pas évident. Mais l'entreprise s'est contentée de cette situation pendant 7 ans, jusqu'au jour où cette personne décide de poursuivre l'entreprise. Donc, il a sans doute un bon avocat qui s'est rendu compte qu'une entreprise qui laisse perdurer un conflit pendant si longtemps est condamnable. Et d'urgence, le DRH m'appelle pour me dire que là, il y a un conflit entre ce monsieur-là et son collègue principalement, et puis quelques autres accessoirement, et principalement celui-ci, et donc me demande d'intervenir. Et alors, cette personne vient à l'entretien de médiation extrêmement remonté, avec un dossier très épais, avec la ferme intention d'en découdre devant les tribunaux. Et puis, donc, il demande des excuses publiques de la part de ses différents collègues et de la part de la direction. C'est ça sa revendication initiale. Et puis, petit à petit, dans la discussion, il en vient à dire que, finalement, peut-être qu'une augmentation de salaire, ça permettrait de résoudre le problème. D'autant que, concrètement, il y a une vraie difficulté dans la manière où il ne parle pas avec son collègue, mais il me dit dans la discussion qu'il joue tous les jours à la pétanque avec lui. C'est-à-dire que sur la pause du déjeuner, ils ont du temps, ils sont dans des espaces verts, ils jouent à la pétanque. Alors quelquefois, ils jouent contre son collègue et quelquefois dans la même équipe. Donc ils jouent ensemble, mais ils ne se parlent pas. Et donc dans la discussion, il me dit que peut-être une augmentation de salaire, ça permettrait de résoudre la question, parce que je ne suis pas vraiment en conflit avec lui en fait. Ah ah. Et puis, en discutant, il prend conscience du fait qu'il s'est enfermé dans une dynamique de victimisation. Il a toujours refusé toutes les formations qui lui ont été proposées, donc il n'a pas vraiment évolué dans l'entreprise. Et puis, il en vient à réfléchir, à se dire qu'effectivement, peut-être qu'en fait, il pourrait balayer tout ça, repartir dans une démarche de formation, de manière à acquérir des compétences nouvelles, et peut-être, espérer plus tard, évoluer dans l'entreprise et avoir une augmentation de salaire. Donc on termine la réunion avec cette idée-là, et puis j'informe la direction pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de conflit avec son collègue. En revanche, il y a peut-être une discussion à avoir avec lui pour le faire repartir dans cette démarche de formation. Voilà. Et l'intervention du médiateur s'arrête là, en réalité. Parce que la direction a dit « Ok, on a compris, on reprend la main. Merci ». Effectivement, il n'y a pas de service après-vente, donc je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, après. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui s'est enfermée dans une dynamique de victimisation, qui n'a pas vu d'autre possibilité que d'attendre des excuses publiques de son collègue de la direction, et puis qui, en réfléchissant, s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait des possibilités nouvelles. Alors, je ne sais pas si elle avait la volonté ou pas, mais en tout cas, elle n'avait certainement pas la possibilité d'avoir la volonté. Donc là, ça, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter sur ce qu'est la volonté, parce que très souvent, quand on fait une médiation, on nous dit qu'il faut que les gens viennent volontairement à la médiation, et on voit bien que pour nous, l'idée de venir volontairement à la médiation, c'est pas quelque chose qui est prioritaire, parce qu'il suffit de déclencher la motivation des personnes. La volonté, il faut qu'elle soit outillée. En fait, en amont, il faut avoir la capacité de la volonté. Et donc aussi, l'instrumentation de la volonté. Est-ce que ce que je veux, je le veux volontairement, hein? Ou est-ce que... Comment ça se passe, selon toi, dans ton référentiel philo? Bon, on va revenir un petit peu en arrière vers Platon. Tu m'invites à faire de l'histoire de la philosophie, un petit peu. Un petit peu. Oui, parce que qu'est-ce qui fait que je vais m'engager dans une démarche de rationalité, quel que soit l'objet de cette démarche de rationalité. Mais surtout s'il s'agit d'essayer de me comporter davantage en homme libre, pouvant vivre avec les autres dans des rapports mettons, d'équité, un petit peu de justice, reconnaître les autres dans leurs responsabilités, se faire reconnaître. D'abord, pour ça, il faut du courage aussi. C'est la question des vertus, il faut du courage. Hein. Et d'où ça vient? Alors Platon, il dit, mais de toute façon, à un moment, il y a un moment où on se dit, mais je suis nul, quoi, je peux pas continuer comme ça. Et Platon dit, voilà, dans l'âme humaine, il y a trois instances, trois niveaux, trois parties. C'est un peu imagé tout ça, mais les philosophes aiment beaucoup les images, contrairement à ce qu'on s'imagine. Et on ne fait pas du concept sans recourir à des images. Il y a les appétits.
qui sont bon, dans leur déchaînement, où ils sont plus ou moins déchaînés, plus ou moins modérés. Bon, c'est les appétits. Très bien. Tout en haut, il y a le logos. Alors, nous pensons, nous parlons, nous essayons, etc. Et puis entre les deux, il y a la capacité du sursaut. Et il lui donne un nom, le nom de thumos, d'où vient d'ailleurs l'humeur. Hein, c'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un est cyclotimique, ça vient de ce mot thumos, hein, qui signifie l'humeur, mais pas seulement, qui signifie une capacité de faire volte-face, de s'arracher à un moment, de dire « Non, ça c'est pas possible, je l'accepterai pas. J'accepterai pas cette servitude. » Et alors là, c'est le courage de la rationalité. Alors, comment ça vient ? Il n'y a pas de réponse à ça, et aucun philosophe ne répond jamais à ça. Mais je ne serai pas responsable de ma volonté, selon Platon. C'est pas que je ne sois pas responsable, c'est que de toute façon, il y a en moi quelque chose qu'on pourrait presque appeler, ça c'est un terme qui revient souvent chez un philosophe, un grand spinoziste contemporain, mort depuis peu, Gilles Deleuze. Dans mon individualité, il y a du pré-individuel. Il y a quelque chose qui, en moi, relève de pulsions que je vais m'approprier, que je vais réélaborer, mais que je n'ai pas nécessairement choisi. Et d'ailleurs, c'est ça la pulsion. C'est un truc qui me pousse, c'est un truc qui me pulse, et qui est antérieur à toute élaboration, à toute réflexion. On peut dire c'est du pré-réflexif, et le pré-réflexif, c'est du passionnel, c'est du pulsionnel. Mais le passionnel et le pulsionnel, c'est pas seulement ce qui m'assujettit à mes appétits, le pulsionnel et le passionnel, c'est aussi ce qui m'arrache. Et ça se passe à la jointure de la raison et de ce qui en moi relève du pur, de l'inclination sensible. C'est ce qui fait, non pas que je vais décider de détester mon corps, de détester ma sensibilité, de me détester comme vivant, ce qui fait que je vais m'assumer être charnel, être vivant, être incorporé, mais avec une pensée. Et donc, voilà. Et alors, à ce moment-là, personne ne pourra dire exactement, je vais pouvoir assigner la cause nécessaire qui fait que quelqu'un s'est libéré. En revanche, on peut dire, oui, il y a sans doute des conditions favorables, et la condition favorable, ça passe en particulier par le rapport à l'autre, et il se trouve précisément que ce jardinier dont tu parles, il a sans doute eu une chance, c'est qu'il existe des institutions, notamment celle de la médiation, puis quelque part aussi un droit du travail, par exemple, qui fait qu'il y aura peut-être une amélioration de son contrat de travail. Mais il y a un moment, il y a un sursaut de l'être, qui est peut-être ce qu'il y a de plus vital en nous, mais ce n'est pas quelque chose de calculable, parce que la liberté, c'est incalculable, et ça, il faut l'accepter. Mais ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas un philosophe qui a vraiment dit que nous étions libres de nos décisions, sans mettre des réserves, parce que partout, il est question du déterminisme, d'un certain déterminisme, d'une certaine nécessité, d'une fatalité, d'une autorité transcendante. À chaque fois, il y a des restrictions, des limites. Et puis on voit aussi avec maintenant les neurosciences, on dit il y a des conditions qui font que la personne est enfermée dans des circuits, dans un système de pensée qui lui échappe, qui échapperait à sa volonté. Et pourtant on est dans un système très accusateur et culpabilisateur, soi-disant très responsabilisant, alors qu'on n'a pas l'éducation pour pouvoir, forcément l'éducation ou l'instruction, pour pouvoir intervenir sur nos propres fonctionnements. C'est un paradoxe, ça. C'est peut-être le moment de parler un petit peu de Spinoza. Une vignette supplémentaire. Parce que il n'y a pas un philosophe qui n'ait dit à sa manière que la liberté ne devait pas composer avec la nécessité. Et les débats entre les philosophes, c'est comment ça se compose, la liberté et la nécessité. Alors Spinoza, il a trouvé un truc qu'il est le seul à avoir trouvé, qui est peut-être pas indiscutable, mais qui est quand même génial. Il a dit, c'est pas difficile. On va dire que c'est la même chose. Et comme en réalité, il faut bien penser aussi la nécessité comme le truc qui me tombe dessus, qui me retient à terre, etc., ou qui m'empêche, il dit, il n'y a pas de libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire contre Descartes en particulier, qu'il traite un petit peu à sa manière, c'est-à-dire qu'il maltraite. Spinoza aimait à donner des mouches aux araignées. Je pense que s'il avait pu donner des cartes à une araignée, il l'aurait fait. Enfin bon, il n'a pas pu. Bon, quoi qu'il en soit, le libre arbitre, c'est un règlement de
compte, là ou Comment ? C'est un règlement de compte, là, que tu fais, historique ? Non, c'est pas un règlement de compte, parce que j'ai appris à admirer les deux, et je me débats comme je peux entre les deux, parce que nous sommes des nains juchés sur des épaules de nains, juchés sur des épaules de géants, comme il est bien connu. La critique du libre arbitre, chez Spinoza, ça veut dire, nous nous croyons libres, nous croyons que nous avons la liberté de choisir entre deux options, parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Bon. Alors du coup, on dit, Spinoza, il est contre la liberté, mais pas du tout. Parce que Spinoza dit, finalement, de toute façon, nous sommes toujours régis par une nécessité, hein, et alors, elle peut être de plusieurs ordres. Il y a effectivement nos gènes, qui ne connaissaient pas, mais enfin, ça ne l'aurait pas du tout gêné, le fonctionnement de notre cerveau, les conditionnements sociaux, et puis, peut-être, dans l'esprit de Spinoza, s'il avait connu Picasso, il aurait dit, pourquoi est-ce que Picasso fait de la peinture ? Et il aurait répondu, mais parce qu'il y a un moment, un individu, c'est ce qu'il appelait, il a une belle expression, une puissance singulière affirmative. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui a quelque chose d'unique, de singulier, qui est Picasso et son rapport à la peinture, ou Mozart et son rapport à la musique, mais n'excluons pas qu'en dehors des grands artistes, chacun est en soi sa propre puissance, et que le problème, c'est d'être capable de la découvrir. Alors, selon toi, avec l'ensemble de ta galerie, là, Ouais. Que tu as peut-être terminé avec Spinoza ou Pas tout à fait, mais j'y reviendrai si on a le temps. Est-ce qu'il y a d'autres éclairages plus lumineux que... Non, mais attends, parce que je vais juste introduire une distinction. La nécessité, il y a la nécessité contrainte. Alors il dit, voilà, la pierre qui tombe, selon les lois de la chute des corps, obéit à une nécessité contraignante. Hein. Et puis il y a la nécessité libre. Mais le problème pour Spinoza, c'est que la libre nécessité, c'est-à-dire agir selon la nécessité de ma nature. Les hommes, le plus souvent, sont prisonniers de leur passion, et la difficulté, effectivement, c'est d'échapper à cette prison des passions. Mais échapper à cette prison... L'instrument, c'est la raison. Alors, exactement, et la raison consiste à vivre selon la conduite de la raison, consiste à essayer de comprendre la nécessité de sa propre nature, et comprendre la nécessité de sa propre nature, à un moment, justement, c'est peut-être se dire, tiens, j'étais absolument persuadé que moi, ma nature, c'est celle d'une bonne mère de famille qui se sacrifie pour son enfant handicapé, mais peut-être que ma nature, c'est pas ça, et ça veut pas dire que je vais sacrifier mon enfant handicapé. C'est-à-dire vraiment se dire, voilà, je m'étais identifié à une fausse nécessité et je croyais que je devais faire des études de médecine parce qu'on est chirurgien dans la famille depuis 6 générations. Eh ben non, je vais à la menuiserie et puis m'installer en Ardèche. Bon, ça c'est pour les gens qui ont connu un peu les années 70. Hein. Voilà. Non mais c'est ça. Agir selon la nécessité de ma nature, sortir de la contrainte. Donc le problème, effectivement, c'est de se comprendre et de sortir des aliénations. Mais il n'empêche que, là aussi, comment est-ce qu'on sait ? Donc c'est se libérer. Quels sont les facteurs de libération ? On peut toujours essayer de réfléchir sur des facteurs à peu près probables de libération, se dire qu'il y a des facteurs qui sont plus favorables que l'autre, mais il y a quelque chose qui demeure, il faut bien appeler ça mystérieux. Et Spinoza disait, ce qui est un mystère, c'est pourquoi les hommes combattent-ils pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur liberté ? Et il disait, à ça, j'ai pas de réponse. Tout ce que je peux dire, c'est... Je vais essayer de vous dire ce que c'est que la liberté, je vais essayer de vous dire ce que c'est que vivre sous la conduite de la raison, et faites-en ce que vous pourrez. Donc en fait, c'est une proposition de réflexion que Spinoza a fait. Ouais. Alors après, tu dis, il y a d'autres auteurs qui seraient intéressants de regarder, de... Oui, parce que... Ne me dis pas Sartre, non ? Non, si vraiment tu veux pas que je te le dise, je te le dirai pas. Non, mais tu me dirais Sartre ? Oui. Ah oui ? Bien sûr. Ben oui, parce que qu'est-ce qui est intéressant dans la pensée de la liberté chez Sartre, c'est cette idée qu'il y a le caractère factuel des situations, mais il y a une contingence du caractère factuel des situations, et la liberté, c'est cette capacité de projection vers des possibilités que j'arrête parce que ce sont les miennes. Je décide que ce sont les miennes. Voilà, c'est-à-dire, je projette moi-même mes propres possibilités au-delà de ce qu'il y a de contingent dans une situation factuelle qui peut être éventuellement un enfermement. Donc là-dessus, effectivement, on a vraiment une philosophie de la libre décision comme capacité de se projeter au-delà de ce qui existe actuellement. Alors, il y a d'autres auteurs que tu vois dans cette galerie ? Alors, je voudrais quand même dire que
libre arbitre ou libre nécessité, il y a chez Descartes une très forte compréhension de la nécessité et il n'est pas naïf sur le libre arbitre. Je ne suis jamais aussi libre que lorsque je comprends mes raisons d'agir et finalement il faut que je comprenne mes propres nécessités. Bon. Descartes est aussi quelqu'un qui dit, mais moi, en tant qu'être libre, je vis avec les autres. Je m'efforce d'être aussi indépendant que possible, mais j'existe dans des dépendances, dans des interdépendances. Il écrit ça dans une lettre à la princesse Élisabeth des Provinces-Unies, c'est-à-dire de Hollande, et il lui écrit ça un 15 septembre 1645. J'avais fait des petites révisions avant pour en être sûr, mais vous trouverez ça, si ça vous intéresse, dans la correspondance de Descartes avec la princesse Élisabeth, édition Garnier-Flammarion. Et voilà, c'est donc une... On voit que le livre a été compulsé, hein. C'est un livre qui sert. J'aurais pu en sortir d'autres, mais comme on a beaucoup, depuis qu'on a commencé à parler ensemble, ça fait plusieurs mois qu'on parle ensemble de ce symposium, le point de départ, et notamment dans les premiers échanges que nous avons eus avec Fabien, ça tournait autour de Descartes. Alors, en pensant un petit peu à l'historique de notre propre rencontre, si je dois choisir un livre, je ne parle pas du livre que j'emmènerai sur une île déserte, mais le livre que j'exhibe ce soir au symposium de la médiation, c'est la correspondance de Descartes avec la princesse Élisabeth, et j'ajoute aussi la reine Christine de Suède. Bon. Donc, il y a les interdépendances. Et Descartes dit, voilà, il dit un truc qui est très très bien. Il dit, il faut donc que je sache quelles sont mes dépendances. Alors il dit, est-ce que ça veut dire que si je suis le meilleur de mon village et que les autres sont des gens épouvantables, je dois me sacrifier pour eux? Imaginez une situation où vous ayez un résistant et dans le village, 30 types qui sont dans la milice, 30 autres dans la Gestapo française et 30 dans la LVF, la Légion des volontaires français. Ben non, vous n'allez pas vous sacrifier pour eux. Si vous pouvez les sacrifier, vous le ferez même si possible. Bon. Mais il dit aussi... je peux avoir au contraire des bonnes raisons de me sacrifier pour le bien public. Hein. J'appartiens à la terre. L'auteur du discours de la méthode qui dit il faudrait être comme maître et possesseur de la nature, passionné de mécanique, il dit attention, j'appartiens à la terre. J'appartiens à mon pays, j'appartiens à ma famille, mais j'appartiens aussi à un territoire, à une zone écologique, par exemple, qu'on voudrait sacrifier pour un projet pharaonique, etc. J'appartiens à un collectif de travail, je suis un travailleur de l'industrie. Notre époque, notre vie est dominée par le travail industriel. Bon. Donc comprendre les nécessités, nous ne comprenons pas les nécessités qui nous déterminent si nous ne pensons pas la réalité du travail industriel, si nous ne pensons pas la réalité de la production. Et pour ça, un auteur nous a laissé un immense chantier que un certain nombre d'ignards veulent traiter comme un champ de ruines. C'est un chantier, c'est-à-dire que ce n'est pas une pensée qui nous impose des conclusions, c'est un certain Karl Marx. Donc je recommande effectivement la lecture ou la relecture du Capital, parce qu'il y a un formidable potentiel d'intelligibilité, hein, et que dans la médiation, c'est dans des administrations publiques, c'est aussi dans ce qu'on peut appeler des administrations privées, c'est-à-dire des entreprises, c'est des rapports de travail, c'est des conflits d'intérêts, et on ne peut pas comprendre ce qui aliène et où sont les possibilités de libération si on ne comprend pas la réalité, la structure de la société industrielle. Bien sûr, Marx n'est pas le philosophe absolu pour une raison simple, j'ai une révélation à vous faire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc pas lui plus qu'un autre. Mais il est évident que c'est une des références éminentes dont nous avons besoin avec Spinoza, avec etc., etc. Donc là, tu nous renvoies... Tu nous renvoies quand même à un auteur qui n'était pas du tout individualiste, parce que pour le coup, là, dans le groupe, que ce soit Engels ou Marx, c'est l'individu, il disparaît dans le groupe. Et non, je crois pas. Je crois pas. Franchement, je crois pas. À ce point-là. Non, je pense pas. Ça serait une discussion peut-être un peu approfondie, mais c'est bien de dire quand il y a une décision qui est prise par rapport à un ensemble, par rapport à un groupe ou par rapport à une société, c'est ce que tu évoques, la personne peut-elle prendre une décision pour elle-même et être dans ce droit de la libre décision dans une organisation sociale. C'est-à-dire que est-ce que la libre décision individuelle perturbe vraiment l'organisation sociale? Est-ce que la libre décision individuelle ne peut-elle pas être intégrée
dans la vie collective. C'est ça, l'enjeu, il est là. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu parce que c'est le sens de l'existence. Quand on parle de la libre décision, on parle aussi du sens de la vie, de la manière dont on vit chacun, une vie, une seule. Donc là, si on se dit, ben, finalement, c'est l'intérêt de la société qui prime, j'appartiens à une société, j'appartiens à un groupe, et suis-je là pour autant la propriété de ce groupe, et dois-je me comporter de manière sacrificielle vis-à-vis de ce groupe? Non, mais bien sûr. Bien sûr. Alors, là, je trouve qu'on est renvoyé à la lettre de Descartes à Élisabeth dont je parlais à l'instant. Hein. Et tu poses la question de la compatibilité avec Marx, mais tu m'amènes à donner un nom qui devrait peut-être te faire plaisir, c'est le nom de Max Stirner, qui est un des grands noms de la pensée libertaire. L'unique est sa propriété, et précisément, il ne s'agit pas du tout d'un individualisme antisocial chez Stirner, mais il s'agit de dire on ne voit pas comment une société pourrait être digne d'être vécue, une société vraiment humaine, si on ne commence pas par la liberté de l'individu, c'est-à-dire même qu'elle soit le but de tous et de chacun. Hein. Bon, premièrement. Deuxièmement, pour Marx, ce serait très compliqué. Je vais juste donner ce qui me paraît être une indication intéressante de lecture. Marx est quelqu'un qui n'accepte pas, et ça il le dit dans plus d'un texte, l'idée selon laquelle la société serait une totalité au-dessus de ses parties. L'individu est au fondement de la société chez Marx, il le dit clairement. Mais, précisément, comme il faut quand même bien expliquer comment il peut y avoir des collectifs qui fonctionnent, et notamment des collectifs en lutte, pour le dire dans une rhétorique un petit peu plus actuelle que celle de Marx, Marx voit l'individu comme un individu socialisé, et un individu socialisé par le travail. Et alors, à ce moment-là, l'individu, l'humanité ayant à se développer, elle n'a pas la solution tout de suite, et elle en passe par des modes de production qui peuvent être très différents. Mais les modes de production, de toute façon, ça repose toujours sur des individus socialisés, et le problème, à un moment, c'est que l'individu socialisé comprenne que c'est sa liberté qui est en jeu, hein, qu'il la défende, mais il la défend effectivement dans des structures solidaires et solidairement. Et alors là, la question que tu poses, c'est une question que Marx, au XIXe siècle, ne pouvait pas vraiment aborder, parce que c'est une question qu'on ne se pose pas, sauf peut-être du côté de gens comme Proudhon. Mais c'est une question qu'on ne se pose pas au XIXe. La sociologie, Durkheim, qui est un très grand penseur, est un très grand sociologue. Tu as parlé de Pierre-Joseph Proudhon, hein, c'est oui, ça? Oui, Pierre-Joseph parce que, Proudhon, en fait, voilà, comme tu l'as dit vite fait, Pierre-Joseph Proudhon, qui a d'abord été un ami de Marx, et puis Marx, il avait un tempérament chaud, et Proudhon sort un texte qui s'appelle « Philosophie de la misère », où il explique en partie... C'est Engels qui lui répond. Oui, mais misère de la philosophie. Misère de la philosophie, où précisément ils attaquent ce qu'ils estiment être le holisme de Proudhon, à tort ou à raison, hein, c'est-à-dire l'idée que la société est plus que l'individu. Et ils répondent, mais non, pas du tout, l'individu est au fondement de la société, c'est là. Donc au XIXe, l'idée que la société est un tout organisé et que l'individu se sacrifie, c'est une idée qui est très dominante. Et c'est une idée qui, au XXIe, n'est plus supportable pour une part croissante de l'humanité. Ça ne veut pas dire... Alors évidemment, les libéraux, le libéralisme, s'empare de ce refus pour dire, mais nous, on a la solution. Hein. Si vous acceptez d'être compétiteur et compétitif sur un marché, finalement, on parviendra à faire de la bonne coordination sociale et à satisfaire les attentes individuelles. Mais il y a peut-être encore une autre possibilité, qui est d'essayer de penser l'organisation sociale sans qu'elle consiste à opposer des individus en privilégiant la compétition, penser des modes coopératifs, mais qui soient tels que, effectivement, ce qui est véritablement l'orient, en quelque sorte, de cette recherche, c'est la libre décision individuelle, sachant qu'elle est toujours dans un contexte de intersubjectivité. En fait, ce que tu nous démontres, et merci beaucoup, c'est que pour pouvoir réfléchir même à la manière dont un médiateur va accompagner, un médiateur professionnel, médiateur, peu importe d'ailleurs, qu'un tiers va accompagner la libre décision de ses interlocuteurs. Pour moi, il me semble qu'il faudrait qu'il ait aussi un référentiel suffisant, des repères culturels qui lui assurent que son interlocuteur a effectivement la capacité de décider par lui-même.
parce que ça peut paraître très illusoire. Parfois, il fait des compromis. Parfois, je me dis, j'arbitre en même temps des priorités, et puis je me dis, là, j'ai pas le choix, là, je fais ça, là, je suis obligé de me lever ce matin, hein, comme si c'était quelque chose qui interférait sur ma libre décision, comme si la libre décision voulait dire, je peux faire n'importe quoi. Est-ce que la libre décision, c'est faire n'importe quoi, vivre selon ses humeurs, vivre selon ses inspirations, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans un projet ? C'est quelque chose qui peut être accompagné. Moi, je crois que pour répondre à cette question, alors vivre selon ses humeurs et faire n'importe quoi, certainement pas, parce que faire n'importe quoi, c'est se livrer aux caprices des choses, c'est ne rien décider que de faire n'importe quoi. Décider quelque chose, c'est forcément le décider de manière délibérée, c'est-à-dire de manière motivée, c'est donner des raisons. On en revient à Descartes, on en revient aussi à Spinoza, c'est comprendre aussi sa propre nécessité. Et accepter qu'on ait une nécessité, et c'est pas parce qu'on a une nécessité qu'on n'est pas libre. Hein. Je voudrais, dans le même ordre d'idées, dire au fond que tu parles de projet. Oui, c'est bien de projet. Et si je vois la liberté du projet, le fait de projeter des possibilités, la liberté, c'est de projeter des possibilités, ce n'est pas de le faire contre la nécessité. Est-ce que la décision, c'est pour tout de suite, ou est-ce que c'est la décision, c'est réellement par rapport à un projet ? Alors, la décision, d'abord, si c'est par rapport à un projet, déjà un projet, je me décide pour un projet, je me projette. Bon, qu'est-ce que je fais quand je me projette ? La langue le dit très bien, on ouvre un horizon. On ouvre un horizon. C'est-à-dire un horizon, c'est aussi un horizon de temps. Ce qui veut dire aussi qu'on se donne un échéancier, qu'on peut planifier les choses, ou bien qu'on peut décider qu'il y a urgence et puis qu'on n'attend pas. C'est-à-dire qu'on prend une décision, déjà, d'arbitrage temporel par rapport à une attente ou par rapport à l'urgence de la décision. Et la décision, c'est évidemment une question de temps. Mais que veut dire le mot horizon ? En grec, ce mot horizon signifiait limite. Quand je me donne un horizon, et on voit bien ce que c'est qu'une ligne d'horizon, quand je me donne un horizon, je me donne une limite. Et alors je voudrais citer un mot du philosophe Martin Heidegger qui dit « mais la limite, on croit que c'est là où quelque chose s'arrête ». Eh bien on se trompe, la limite, c'est là où quelque chose commence. Et je crois que c'est extrêmement important se dire que la libre décision, ça consiste à se donner la limite, mais non pas sur le mode de quelque chose qui est une contrainte à laquelle je me résigne, mais la limite en tant que l'horizon que je me projette. Eh bien, tu vois, lorsque tu dis ça, j'ai une expression que je propose de dispenser dans les formations, c'est que vous êtes arrivé, monsieur, à la limite, ou madame, par exemple, monsieur, à la limite de votre imagination. Ne serait-ce que pour lui montrer que c'est là que ça commence. Ça va très bien, oui, bien sûr. Il y a une expression, là, vous êtes arrivé peut-être là, à la limite de votre imagination. Et parfois, c'est très difficile pour les médiateurs, pour les stagiaires en tout cas, de pouvoir dire ça à leur interlocuteur, parce qu'ils disent mais c'est vraiment très agressif. Mais en réalité, ça crée des ouvertures. C'est ça, c'est ouvrant. C'est ouvrant. Voilà. Vous êtes arrivé à la limite de votre imagination. Voilà. Donc là, tu parles de Heidegger. Par rapport à notre sujet qui est d'aller vers l'idée de la liberté de décision, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas facile dans le cadre d'un projet collectif. Donc il faut qu'il y ait un projet. Pour qu'il y ait une libre décision, il faudrait qu'il y ait un projet. Oui, mais de toute façon, il y a aussi une chose, hein, le projet, on le découvre... Un projet individuel ou collectif ? Mais d'abord, quand je forme un projet individuel, je ne le forme pas nécessairement tout seul. Donc, si par exemple... La discussion, c'est le médiateur, nécessairement, accompagne des projets. Ouais. Tu vois ? C'est-à-dire que ça ne peut pas être seulement un accord. Parce que quand on voit l'idée de la résolution ou de la gestion d'un différend, c'est généralement, on arrive à finaliser les choses par un accord. Et l'accord verrouillerait la situation et mettrait un terme définitif au conflit. Or, ce que on propose par rapport à la médiation professionnelle, c'est de dire, attends, le médiateur accompagne la définition d'un projet. Et c'est justement une ouverture. Ou la redéfinition. Ou la redéfinition d'un projet. Moi, je voudrais justement que ce soit un projet individuel ou groupe. Ce que tu dis sur le projet aux deux exemples donnés par Henri et Fabien. Dans le cas de l'exemple que nous a présenté Henri, on avait deux protagonistes qui avaient un projet. Et il y a eu une redéfinition du projet, et notamment pour la directrice adjointe. Le projet a été redéfini. Bon. Donc, il ne faut pas se dire ça va être l'an 1 du projet. Les gens ont déjà des projets. C'est-à-dire que
ne veux pas développer ce point, juste une petite indication, mais ce qu'on trouve chez Heidegger, chez Sartre, chez Merleau-Ponty, c'est pas seulement j'ai des projets, je forme des projets, c'est j'existe, que je le veuille ou non, en mode projection. J'existe comme un projet. Alors là, tu viens de rajouter une autre vignette. J'en ai mis une couche là. J'existe comme un projet. Bon. Donc, de toute façon, les projets, ils sont là. Cela dit, le cas qui est présenté par Fabien, c'est le cas de quelqu'un qui, en tout cas, tel que tu le présentes, on se dit, il ne peut pas ne pas avoir de projet, puisque tout être humain est un projet. Mais d'une certaine façon, il ne le sait pas vraiment. Et puis, la médiation, par l'intermédiaire, et ça c'est un point dont on n'a pas beaucoup parlé, mais un jour, il faudrait peut-être en parler, c'est la question de la parole. Qu'est-ce qui se joue? C'est la parole qui ouvre. Nous ouvrons en parlant, nous pensons en parlant. Sans parole, nous ne penserions pas, nous n'ouvririons pas, nous ne nous reconnaîtrions pas hommes. C'est tellement vrai que la parole est importante que ça concerne tout à fait aussi des personnes sourdes et muettes, elles n'en sont pas moins parlantes. Tout homme est parlant, même qu'il le veuille ou non. Bon. C'est la parole qui ouvre. Bon. Alors, dans le deuxième cas, par la parole, quelqu'un s'est mis à accéder à un projet. Il s'est découvert une capacité de projection. Donc, c'est bien effectivement la libre décision, l'accès à la libre décision, ça consiste à ouvrir un projet. Et ouvrir un projet, c'est pas nécessairement passer d'une absence de projet à un projet, c'est passer de la latence du projet à la manifestation du projet. Mais ça peut être aussi passer d'un projet manifeste à un autre projet manifeste. Mais peut-être parce qu'il était latent que le premier projet était une impasse. Donc, d'une certaine façon, ce qu'il faut, c'est expliciter et ouvrir des projets. Donc c'est ça en fait, la libre décision, c'est l'accompagnement d'un projet. Ouais. Et la personne, il faut pour qu'elle soit impliquée dans ce projet, il faut que ce soit elle qui décide, il faut que ce soit elle qui la finalise. Mais alors ça veut dire qui finalise la décision, mais ça veut dire aussi qu'elle puisse ne pas être dans un environnement qui la contraint. Parce que, inévitablement, il y a des repères moraux, des repères juridiques, des repères normatifs qui vont lui dire, mais voilà, votre projet, vous devez le faire dans ce cadre-là ou dans cet état d'esprit-là. Donc, de toute façon, a-t-on aujourd'hui, au XXIe siècle, la possibilité de prendre des décisions libres? La liberté... Il y a des penseurs, il y a des philosophes qui ont bossé là-dessus ici. La liberté est un défi depuis qu'il y a des hommes, et ce sera un défi tant qu'il y aura des hommes, avec des situations de contraintes, des situations de nécessité, des obstacles, etc., etc. Et ça, il faut en prendre son parti et travailler à partir de ça. C'est déjà la première chose. La seconde chose que je voudrais dire concerne la position du médiateur. J'ai pris connaissance tout récemment d'un mot que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a des gens qui parlent très très bien de la volonté et qui expliquent très bien ce que c'est que diriger. Ce sont les chefs d'orchestre, ce sont les musiciens. Et un chef d'orchestre qui est un très grand chef, qui s'appelle André Cluitin, je n'ai pas nécessairement besoin de le présenter, par exemple, c'est lui, il a dirigé un enregistrement du concerto pour piano de Ravel, c'est Samson François. Et il avait des classes, on n'appelait pas encore ça des masterclass, parce que c'était dans les années 50, 60, 70 qu'il intervenait, mais enfin, il avait un discours très clair sur ce que c'était que la direction d'orchestre. Et je pense que c'est quelque chose qui illustre magnifiquement ce que peut être ou ce qu'est le rôle de la médiation. Parce que pour donner le sens de ce que c'est qu'accompagner le projet, il disait, diriger l'orchestre, ça veut dire ne pas déranger l'orchestre. Alors évidemment, c'est subtil, ça ne veut pas dire que le mec, il est là, les bras ballants, et puis qu'il attend que ça se passe. Mais il a conscience qu'il y a une réalité qui a ses propres dynamiques internes, ses propres dynamiques endogènes, et qu'au fond, le chef d'orchestre, il est là pour accompagner les dynamiques internes à l'orchestre, sachant qu'il a recruté la plupart des musiciens souvent, où il les trouve, mais enfin, ils se sont quand même appropriés les uns les autres. Sans doute qu'à travers les cas que nous avons examinés, les réussites tiennent à ceci que précisément, les médiateurs n'ont pas dérangé le conflit. Et c'est pour ça, justement, que l'accompagnement a pu se faire soit de redéfinition d'un projet, soit de favoriser l'émergence d'un projet. Ne pas déranger le conflit. Et faire en sorte qu'une œuvre se fasse.
c'est pas moi qui œuvre, et c'est pour ça que je me méfie un petit peu de la notion de sujet. Le sujet, il surgit, paraît-il, avec des cartes telles Zorro. Bon, de tout ça, ça commence à bien faire. Au contraire, il y a un mot que j'aime beaucoup, que Deleuze disait: les intellectuels devraient être des intercesseurs. Hein, pas seulement les intellectuels. Le chef d'orchestre, auprès de l'orchestre, il est l'intercesseur de la musique. Un autre mot pour un chef d'orchestre, Pierre Boulez. Là, il dirige une masterclass. Alors, Boulez, il est très directif, il est derrière un de ses élèves, il lui fait faire des gestes, il lui dit: mais écoute, quand tu fais partie de l'orchestre, c'est pas ça, c'est ça. Bon, tu le fais partir comme ça. Et puis, il regarde le musicien et il dit: puis toi, lui, ce qu'il doit comprendre. Il doit comprendre que c'est: tu me l'as fait la note où tu vas voir ce qui va t'arriver. Et il ajoute, mais précisément, un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui veut, en face de quelqu'un qui veut aussi faire de la musique. Bon. Voilà. Donc le chef d'orchestre, même chez quelqu'un d'aussi impérieux que Boulez, est un intercesseur. Le médiateur est un intercesseur. Il faudrait que les professeurs apprennent, mais c'est probablement pour eux que c'est le plus difficile, à devenir des intercesseurs. Il faudrait inventer des médecins intercesseurs, peut-être des hommes d'État ou des femmes d'État intercesseurs, intercesseureux, je ne sais pas. Mais savoir être un intercesseur, être l'intercesseur du projet. Merci Jean-Philippe. Merci à toi, merci à vous. L'art de la conclusion au moment où il allait le faire et où il fallait le faire. Que demander de mieux? Donc c'est parfait. Ce que je vous propose déjà, c'est de poursuivre vous-même cette réflexion sur la liberté de décision, parce que dès lors que vous aurez des médiations à conduire, eh bien c'est bien l'enjeu. Et c'est aussi l'enjeu de la profession de médiateur, qu'elle soit bien représentative de l'exercice de cette liberté de décision dans la société et pour les personnes. Alors c'est délicat, c'est difficile, c'est vrai qu'il y a plein de choses, on peut se dire il y a de l'adversité dans le domaine, parce qu'il y a des gens qui veulent garder de leur autorité, de leur pouvoir, comme Jean-Philippe le disait à l'instant. Ça serait bien qu'il y ait des médecins ou des professeurs de plus en plus intercesseurs ou médiateurs professionnels ou qui accompagnent les libertés de décision, l'épanouissement individuel, le développement individuel. Mais c'est en premier, c'est cette profession. Et comme je vous disais, cette profession, il y a quelque chose d'assez inimaginable. C'est qu'on peut dire qu'il y a de la technicité. Alors la technicité, c'est vrai qu'on en a parlé longuement aussi avec Jean-Philippe tout à l'heure, sur le banc, discussion sur le banc, on aurait pu dire. Il faisait un petit peu froid, mais bon, c'était quand même tellement intéressant que je ne me suis pas rendu compte qu'il faisait froid, je me suis rendu compte après. Et donc, c'est de dire on peut outiller la rationalisation des personnes. On peut intervenir avec raison. Et il me disait, mais tu ne crois pas quand même que c'est un peu de la manipulation, tout ça, quand même, il n'y a pas des risques de manipulation? Et je lui dis, tu sais, c'est en fait, en réalité, c'est une question d'éthique. C'est que le médiateur, à partir du moment où il a cette appropriation de cette technicité, il va s'approprier aussi un référentiel éthique. Il n'est pas là pour asseoir son autorité, il n'est pas là pour profiter de l'autre, il est là pour aider l'autre à être plus libre. Et pour qu'il puisse lui-même prendre cette décision qui est importante pour sa propre vie, pour son propre projet de vie que parfois il n'a pas du tout défini. Hein? Parce que moi je me suis souvenu très longtemps, je vivais au jour le jour. Et un jour j'ai compris qu'en fait je pouvais commencer à vivre plus longtemps demain. Hein, ce qui a été un exploit. Et là, je me suis dit, tiens, si je vis plus longtemps, si je vis jusqu'à demain, je vais pouvoir faire le projet de ce que je vais pouvoir faire demain. Eh bien, il y a des gens qui ne vivent pas du tout comme ça. Il y a des gens qui vivent comme s'ils savaient déjà, dès leur naissance, ou peut-être à un moment donné, très tôt, ils savent qu'ils vont pouvoir inscrire un projet de longue durée. Hein, et puis, ils pensent à leur retraite. Alors moi, je peux vous dire un truc, j'ai jamais pensé à ma retraite de toute ma vie. C'est quand un jour, Aïcha m'a dit, tu sais, Jean-Louis, tu cotises à la retraite, il va falloir que tu y penses. Voilà, mais c'est une question de projet de vie. Et beaucoup, c'est pas facile. Il y a des gens qui ne vivent pas dans le projet de vie. Il y a des oiseaux comme ça qui vivent dans un projet de revenir. Hein. Il y a des papillons qui partent
qui traversent l'Amérique, le Mexique, qui vont jusqu'au Canada sur 3 ou 4 générations de papillons. C'est incroyable. Ils se transmettent comme ça des projets. Hein. Mais ça, moi, je trouve ça absolument formidable. Moi, j'ai vécu sans projet comme ça pendant longtemps. Et maintenant, je commence à avoir, à 60 piges, je commence à avoir des projets dans ma vie. Non, mais c'est quand même... Donc, je sais ce que c'est que la difficulté de prendre une décision. Je sais ce que c'est que de dire... On va définir un projet, et je sais ce que c'est que d'accompagner, alors que ça fait longtemps que j'accompagne des gens sur des projets. Hein. Mais je leur ai jamais dit, mon secret, c'est que moi, j'en avais pas. Hein. Donc ça me faisait doucement rigoler, comme vous pouvez rigoler en soute, comme dit ma frangine, parce que quand elle dit « je rigole en soute », ça me fait toujours penser, parce qu'elle met des valises comme ça dans les avions, c'est en soute. Et donc, j'ai toujours trouvé ça marrant. Et donc, moi, je me suis toujours dit, mais comment je fais pour accompagner des gens en libre décision, alors que moi-même, je suis vraiment pas sûr d'en avoir, une liberté de décision. Et maintenant, je crois savoir ce que c'est. Je crois savoir que c'est possible de transmettre à des personnes une posture de liberté de décision. Mais c'est vrai qu'elle est d'autant plus forte, cette liberté de décision, que j'ai moi-même le repère de la liberté de décision. Et c'est le fait d'avoir un projet. C'est vrai que si j'ai pas de projet, j'ai pas de liberté. Si j'ai le projet, j'ai de la liberté. Et ça, je trouve ça éclairant. Et le projet qu'on a fait avec Henri, avec Aïcha, avec Agnès, avec Fabien, excusez-moi, je ne vais pas vous citer, avec Walter, avec Jésus, avec Elisabeth, avec Carole, avec vous tous, Isabelle, ouais, ce projet-là, il se formulait petit à petit. Et on a créé un projet, Laurent aussi, on a créé un projet, et ça fait 20 ans qu'on développe ce projet. Mais au début, j'y croyais même pas. Hein. Et on a développé ce projet, et aujourd'hui, on a un projet encore plus long. On a dit 10 ans pour promouvoir le droit à la médiation, c'est-à-dire à la liberté de décision dans la société. Il est question, avec des notaires en Côte d'Ivoire, d'envisager l'inscription, on a fait avec des juristes, pardon, en Côte d'Ivoire, de proposer l'inscription du droit à la médiation dans la constitution ivoirienne. On imagine ça en France aussi. On va pousser cette idée. C'est pouvoir dire, c'est la liberté de décision et non pas la pseudo-liberté de faire de la servitude volontaire. Hein, parce que moi, je trouve ça complètement paradoxal. Donc, on est là dans un projet. Et je trouve que c'est à la fois enthousiasmant et à la fois complètement réaliste. Parce que quand je disais, il y a 20 ans, la médiation obligatoire, c'est tout à fait ce qu'il faut, ben, il y a 20 ans, il y avait des gens qui me critiquaient, qui me disaient que j'étais délirant, qui me disaient que je marchais à côté de mes pompes. Et aujourd'hui, la médiation obligatoire, il y a le législateur qui l'écrit dans le texte. Hein, et il y a des expérimentations de médiation obligatoire. Donc quand je dis aussi le droit à la médiation, ben c'est une évolution. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais d'où est-ce que tu sors tout ça? Eh bien, en fait, j'ai compris aussi. Et je vous propose de réfléchir à cette idée. En fait, et tu en as parlé, c'est sortir de tout ça, c'est de l'évolution de la pensée humaine. Et quand je regarde l'héritage culturel que j'ai, de la philosophie, de la réflexion des penseurs. C'est vrai que je n'ai pas choisi un penseur plutôt qu'un autre. C'est vrai que, je l'ai dit, j'étais très familier avec les libertaires, avec les constructeurs anarchistes. C'est vrai que j'ai toujours été plutôt de gauche, même si la gauche ne me plaisait pas du tout. Mais plutôt de me dire j'étais contre la peine de mort en réalité. À un moment donné, c'était pour ça que j'étais de gauche. Et puis à un moment donné, quand Mitterrand il a aboli la peine de mort, je me suis dit que c'était bon, le projet était réalisé. Enfin, mais je reste toujours sur une posture où j'étais en difficulté de m'identifier. Mais là où je m'identifie, c'est que je m'identifie comme un continuateur d'une réflexion sur l'exercice de la liberté, renforcer la liberté dans la vie des gens, être toujours plus libre. Alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, hein, sans vouloir parler de personne, quelqu'un qui m'a dit, tu sais, il paraît que le discours, il fait très sectaire. Eh merde, si la liberté fait sectaire, je ne sais pas si toi qui l'as dit, tu l'as pensé quand tu l'as dit, ou si c'était par simple provocation, mais si la liberté est sectaire, alors oui, je fais partie de cette secte.
Je veux continuer à vivre libre. Et c'est ce que je vous propose, de transmettre de la liberté. C'est tout. Et c'est ça. C'est maintenant, chacun est libre. Et puis c'est vrai qu'on se fait des petites cérémonies, on se fait des choses, on se donne des diplômes, parce qu'il faut marquer le moment, marquer le temps. Mais c'est, pour moi, s'il y a quelque chose qui est fondateur, et tous mes amis le savent bien, Stéphane, que je ne citais pas, Jean Bruno, Walter, tous mes amis, avec tous ceux avec qui je bosse, ils savent bien, pour moi, ce qui prime, c'est que je sois, moi, libre. Et toi aussi. Parce que je ne peux pas être libre si tu n'es pas libre. Ma liberté s'étend au travers de celle des autres. Je vous remercie.